Bien, bonjour à toutes et à tous. Alors effectivement, l'énergie, les émissions de gaz à effet de serre, le réchauffement climatique, ces sujets nous concernent vraiment doublement en tant que responsables de SPI. Puisque d'un côté, avec 27 000 collaborateurs, 400 implantations, plus de 8 000 véhicules d'entreprise, nous sommes vraiment d'importants consommateurs d'énergie, mais nous sommes aussi, et on n'en est pas toujours assez conscient, d'importants émetteurs de gaz carbonique. Pour vous donner un exemple, avec nos 8 000 véhicules, par année, nous émettons environ 40 000 tonnes de CO2 dans l'atmosphère. D'un autre côté, plus positif, puisque là nous sommes plus du côté de la solution, en tant que professionnel de l'énergie, en tant que professionnel du génie électrique, du génie climatique, en tant que professionnel des réseaux de communication, de l'efficacité énergétique, très clairement, nous sommes déjà et nous serons en première ligne, si j'ose dire, pour apporter des réponses et des solutions à ces enjeux. Alors vous imaginez bien, en tant que directeur du développement durable, je suis particulièrement heureux que nous consacrions la matinée à ces questions. Et pour en parler, pour clarifier un petit peu les données factuelles des problèmes, et Dieu sait que dans les médias on trouve beaucoup de données, parfois un peu contradictoires, pour aussi nous tracer quelques perspectives, qui mieux qu'un expert, alors surtout quand on a la chance d'avoir un expert, à la fois un expert en énergie et un expert sur le réchauffement climatique. Alors cet expert, Jean-Marc Jancovici, donc pour vous situer quelques-unes de ses expériences, de ses réalisations, il a notamment contribué avec l'ADEME. Alors l'ADEME, pour les traducteurs, donc c'est l'agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. Donc avec cet organisme, il a contribué à la mise au point du concept et de la méthode bilan carbone, peut-être que nous en reparlerons tout à l'heure. Autre facette, il anime le groupe de travail environnement des anciens élèves de l'école polytechnique. Il a publié plusieurs ouvrages sur le sujet, j'en citerai un, qui s'appelle « L'avenir climatique, quel temps ferons-nous » je répète pour les traducteurs, c'est pas « quel temps fera-t-il », c'est bien le temps « quel temps ferons-nous » qui a d'ailleurs été primé en 2002 du prix Roberval. Et puis plus récemment, il a contribué au Grenelle de l'environnement. Donc là, à nouveau pour la traduction, le Grenelle de l'environnement, ce sont des états généraux sur l'environnement qui ont été organisés par le gouvernement français à l'automne 2007. Et justement, Jean-Marc Jancovici participait au groupe de travail, entre guillemets, numéro 1, dont l'intitulé est « Lutter contre le réchauffement climatique et maîtriser l'énergie ». Donc bref, vous l'avez bien compris, il est vraiment l'homme de la situation pour notre matinée. Je vous remercie d'accueillir Jean-Marc Jancovici. Alors, bonjour à tous. Merci de m'avoir confié à 2 heures du repas, plus exactement. Et vous savez qu'à cause des restrictions budgétaires, la commande qui m'a été passée est très simple, c'est vous couper l'appétit pendant les 90 minutes qu'on m'a laissées. J'espère bien d'y parvenir. Non. Trêve de plaisanterie, je vais essayer pendant quelque chose qui va être peut-être très scolaire, enfin pas trop, je l'espère, de vous donner quelques éléments de cadrage sur ce qu'on appelle aujourd'hui, ou ce que je pourrais appeler au sens large, la contrainte carbone, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on sait et qui sait quoi en ce qui concerne l'énergie, qu'est-ce qu'on sait et qui sait quoi en ce qui concerne le changement climatique, et quelles implications, parce que c'est surtout ça qui va vous intéresser, on peut en tirer en ce qui concerne les activités économiques et plus généralement socio-économiques de notre espèce pour les quelques décennies qui vont venir. L'essentiel de ce que je vais vous raconter aujourd'hui, finalement, peut tenir dans le titre de cette diapositive, c'est-à-dire que rien n'a changé, sauf que tout a changé. L'utilisation de l'énergie est quelque chose qui est extrêmement ancien pour notre espèce, puisque ça fait un demi-million d'années que la combustion du bois est notre compagnon de route, et donc que nous utilisons de l'énergie chimique. La variation du climat est quelque chose d'encore plus ancien, puisque la variation climatique existe depuis qu'il existe un climat sur Terre, c'est-à-dire depuis que notre planète est dotée d'une atmosphère, ça fait quand même quelques milliards d'années. Il y a juste eu un tout petit changement sur les siècles qui viennent de s'écouler, qui est un changement d'ordre de grandeur. Tout à l'heure, on vous parlait de la commande et de la marge. Entre une commande de 1 euro et une commande d'1 milliard d'euros, il y a juste un tout petit changement d'ordre de grandeur en ce qui concerne l'organisation que vous mettez en face pour y répondre. Et bien là, c'est très exactement pareil. Toute la discussion dans cette affaire est uniquement une discussion sur les chiffres. C'est toujours la dose qui fait le poison.
Et ce qu'il importe de regarder, c'est pas seulement quels sont les processus qualitatifs en cause, mais également quelles sont les quantités en cause et les ordres de grandeur en cause. Et c'est ça qui va nous permettre de faire la différence entre un faux problème et un vrai problème, quelque chose qui est urgent et quelque chose qui l'est moins, quelque chose qui va nécessiter des efforts titanesques et quelque chose qui va juste pouvoir se traiter à la marge dans un monde globalement inchangé. C'est tout ça, c'est purement une question d'ordre de grandeur. Autre élément qui est extrêmement présent dans les débats médiatiques, beaucoup moins dans les débats scientifiques, qui est de confondre ce qui est désagréable, mais qui est correctement documenté, avec ce à quoi on n'a pas envie de croire. Il est bien évident que le jour où vous passez devant le médecin qui vous annonce que vous avez le cancer, l'une des choses que vous avez envie de croire, c'est que le dossier patient n'était pas le bon, que l'appareil était mal branché, que la personne qui a regardé les clichés avait bu un verre de trop, etc. Donc en gros, on va chercher toutes les bonnes raisons de ne pas y croire, parce tout simplement, on n'a pas envie d'y croire. Et là, c'est très exactement la même chose. C'est un dossier dont vous allez voir que les conséquences, malheureusement bien documentées, ne sont pas spécialement agréables pour certaines d'entre elles. Et donc, assez logiquement, on a envie de ne pas y croire. Et pour ça, on a assez envie de faire confiance à des gens qui n'ont pas plus eu accès à l'information primaire que soi-même, mais qui disent des choses qui vont dans le sens de ce qu'on a envie, sur le plan émotionnel, d'entendre. Donc tout ça pour dire que des gens qui se sont penchés sur l'avenir de notre espèce en disant des choses horribles, ça fait très longtemps qu'il y en a eu, et au motif que, de temps en temps, ils n'ont pas encore eu raison, ou ils ont eu tout à fait tort, mais quelquefois ça peut ne pas être encore, le résultat n'est pas encore là, tout simplement parce que l'échéance de la prévision est au-delà de l'instant présent, c'est notamment le cas pour le Club de Rome, qui n'a rien prévu pour l'an 2000, qui a juste prévu des choses pour le XXIe siècle. Eh bien, on se dit, dès qu'il y a un prophète de malheur qui traîne quelque part, nécessairement il se trompe. Non. C'est bien évidemment une faute de logique de raisonner ainsi. C'est pas parce que de temps en temps les gens se trompent qu'on se trompe toujours quand on a des craintes pour l'avenir. Il va donc être question, comme je vous l'ai dit, essentiellement d'ordre de grandeur aujourd'hui. Et le premier ordre de grandeur qui a changé radicalement sur les siècles qui viennent de s'écouler et qui conditionne le changement de la totalité des autres ordres de grandeur dont je vais vous parler ensuite, c'est tout simplement celui-ci, c'est-à-dire le nombre de consommateurs sur Terre. Alors le nombre de consommateurs sur Terre, quand on s'intéresse aux affaires de M. Leclerc, ça peut être une excellente chose. Leclerc, c'est pour nos amis anglais, c'est l'équivalent de Tesco en Grande-Bretagne. Mais vous allez voir que ça a aussi des implications, certaines différées dans le temps, qui seront peut-être moins agréables. Ce changement d'ordre de grandeur est absolument majeur, puisque vous voyez qu'entre le début de la sédentarisation de notre espèce, donc le début du néolithique et l'ère présente, la population humaine a été multipliée par un facteur 1000, ce qui n'est pas quelque chose de complètement anodin, et l'essentiel de cet accroissement démographique a eu lieu depuis le début de la révolution industrielle. Donc en fait, la maîtrise de la machine à vapeur et de l'énergie de plus en plus abondante, à coût, comme vous allez le voir tout à l'heure, de plus en plus bas, est quelque chose qui est intervenu au même moment qu'un très fort accroissement démographique qui nous a fait passer d'un demi-milliard à plusieurs milliards d'hommes en l'espace de 2 siècles. D'aucuns se posent la question, et j'en fais partie, de savoir si dans un monde sans énergie abondante, et donc sans énergie fossile, on est toujours capable de faire vivre quelques milliards d'hommes jusqu'à 60 ou 65 ans en moyenne. C'est pas du tout évident que la réponse soit oui. Donc, il y a... pour y revenir s'il y a des questions. Donc il y a quelque chose, encore une fois, un premier changement d'ordre de grandeur absolument majeur, qui est celui de la taille de la population. Un deuxième changement d'ordre de grandeur qui est intervenu sur la même période est la quantité d'énergie consommée par terrien. Alors la quantité d'énergie consommée par personne, vous le savez probablement dans le métier que vous faites, est quelque chose qui n'est rien d'autre que la pression globale qu'un homme exerce sur son environnement, puisque l'énergie en physique, ça n'est rien d'autre que la grandeur qui caractérise un changement d'état dans un système. L'énergie se manifeste quand vous changez une vitesse, quand vous changez une température, quand vous changez la composition chimique, quand vous changez la composition atomique. Bref, l'énergie en physique, c'est la grandeur qui permet de caractériser le changement d'état d'un système. Dire que l'homme consomme de plus en plus d'énergie, ça n'est rien d'autre que de dire que chacun d'entre nous a acquis une aptitude croissante à modifier l'environnement. On peut plus facilement araser des montagnes, creuser des tranchées, déplacer des objets de plus en plus lourds à des vitesses de plus en plus importantes, chauffer ou climatiser des espaces de plus en plus importants, etc. C'est ça l'augmentation de la quantité d'énergie consommée par personne. Sur ce graphique,
qui est gradué en tonnes équivalent pétrole, qui est une unité d'énergie que vous connaissez peut-être, qui est tout simplement la quantité d'énergie libérée par la combustion d'une tonne de pétrole de qualité moyenne, soit à peu près 11 600 kWh, ça doit être déjà plus familier. Vous avez donc la quantité d'énergie consommée par terrien en moyenne, et vous voyez que ça a été multiplié par un facteur 10 depuis le début de la deuxième révolution industrielle, on va dire. Et une bonne partie de cet accroissement par personne, encore une fois, a eu lieu pendant une période que les économistes aimeraient tant reproduire pour l'éternité, qui s'appelle les 30 Glorieuses. Les 30 Glorieuses, entre 5 et 10% de croissance économique mondiale par an, et ça a produit ce que vous voyez sur ce graphique sur la quantité d'énergie consommée par individu, c'est-à-dire une multiplication par un facteur 3. Bien évidemment, tout le monde n'est pas logé à la même enseigne. Un Français, ou plus généralement un Européen, consomme à peu près l'équivalent de 4 tonnes de pétrole dans l'année, dont, pour la France, 1,5 tonnes de vrai pétrole, le reste étant constitué de gaz, de charbon, d'électricité nucléaire et d'hydraulique, dans des proportions variables en fonction du pays auquel on s'intéresse. Incidemment, 1,5 tonnes de pétrole par personne et par an, ça veut dire que nous consommons plus de pétrole que nous buvons d'eau. La quantité d'eau que nous buvons par an est inférieure à la quantité de pétrole que nous brûlons. Sauf que vous ne le voyez pas en direct, parce que cette énergie est incluse, on va y venir un peu plus tard, dans des tas de processus qui sont lointains, qui n'arrivent pas sous vos yeux, mais qui vous profitent quand même, ne serait-ce que pour faire une cravate ou un micro. Si maintenant je prends les deux seuls éléments dont je viens de vous parler, c'est-à-dire l'accroissement démographique et l'accroissement de la quantité d'énergie consommée par personne, voilà une courbe qui va vous retracer au premier ordre l'évolution de la pression humaine sur l'environnement. Je dis bien c'est une représentation au premier ordre, agrégée. Donc je reprends ma courbe démographique, je lui tape un grand coup sur la tête pour que ça tienne dans le cadre, et je compose ça avec la quantité d'énergie consommée par personne. Et voilà comment a évolué, en gros, la pression humaine sur l'environnement au cours des temps, depuis que notre espèce s'est sédentarisée. Et vous voyez bien que tel débat qui n'avait pas lieu d'être il y a 2 siècles, parce que les ordres de grandeur n'étaient pas là, devient aujourd'hui un débat majeur, tout simplement parce que les ordres de grandeur ont considérablement changé. Tout ça n'est qu'une question d'ordre de grandeur. Encore une fois, entre vous et l'électricien du coin, c'est juste une question d'ordre de grandeur. C'est juste ça. Alors, il y a une autre unité d'énergie qui permet de se rendre compte à quel point nous sommes tous devenus des nababs, et le premier collaborateur de SPI en est un aussi, quelle que soit sa fiche de paye, c'est de prendre une unité d'énergie qui n'est plus le kilowattheure ou le gigajoule ou la tonne équivalent pétrole ou ce que vous voulez, qui est de prendre une unité d'énergie politiquement extrêmement incorrecte que je qualifie d'équivalent esclave. Alors l'équivalent esclave, c'est quoi ? C'est la quantité d'énergie qu'un être humain est capable de restituer sur une journée. Alors la première manière dont vous pouvez restituer de l'énergie, c'est être assis dans un fauteuil, après avoir ingéré 2000 calories par jour, un peu plus s'il y a des pâtisseries au déjeuner, et à ce moment, vous allez restituer 2,5 kWh d'énergie thermique dans la journée. C'est ça le métabolisme de base d'un être humain. Vous savez probablement, vous le savez peut-être, que chacun d'entre nous rayonne comme une ampoule de 100 watts. C'est ça, une personne qui est assise. Voilà, donc dans cette salle, 200 personnes, on a à peu près 20 kW de chauffage, ce qui explique que la température va un peu monter. Donc 2,5 kWh par jour si je m'intéresse à une personne assise dans un fauteuil. Donc si j'ai besoin d'énergie thermique quelque part dans l'utilisation moderne de l'énergie, je vais dire, dès que j'ai consommé 2,5 kWh de chaleur, ça me fait un individu. Ensuite, je peux avoir besoin d'énergie mécanique. Alors l'énergie mécanique fournie par un être humain dépend des membres que j'utilise. Si j'utilise des jambes, voilà un petit calcul qui vous montre que ce que je peux espérer récupérer de mieux d'un être humain, et l'être humain en question, ça sera plutôt Chabal que moi, enfin ça sera plutôt bien charpenté et de puissant avec une grosse cage thoracique. Je prends quelqu'un à qui je fais faire une petite course en montagne avant le déjeuner, histoire de le mettre en appétit. Je vais monter sur le Mont Blanc, par exemple. 3000 mètres de dénivelé pour une personne de 65 kg, ça me restitue une énergie mécanique d'un demi-kilowattheure. Voilà, en gros, l'énergie mécanique qu'une paire de jambes est capable de restituer sur une journée avec un effort extrêmement intense. Maintenant, je prends quelqu'un chez vous qui fait une tranchée, non pas avec une pelle, pas avec une pelle mécanique, mais avec une pelle et une pioche.
et je vais voir ce que ça donne s'il pelte 18 tonnes de terre, à part des ampoules, 18 tonnes de terre dans la journée sur 1 mètre de dénivelé. Eh bien, il aura restitué 0,05 kWh à la fin de la journée. D'accord ? Donc, l'énergie mécanique restituée par un être humain, c'est entre un demi-kilowattheure et 0,05 kWh en ordre de grandeur, selon que je lui demande de faire travailler ses bras ou ses jambes. Dans un litre d'essence, tout le monde va dire c'est cher, l'essence. Ben non, ça ne vaut absolument rien. Vous avez 10 kWh, c'est-à-dire que vous avez le même travail mécanique que dans 10 paires de jambes ou 100 paires de bras employés sur une journée. Dans notre système économique, l'énergie ne vaut rien. Ce n'est pas qu'elle vaut cher, elle ne vaut absolument rien. Ce qui va valoir cher à l'avenir, ça n'est pas l'énergie, c'est notre dépendance à l'énergie, ce qui est quelque chose de complètement différent. L'énergie ne vaut absolument rien dans notre système économique, et c'est bien ça qui va faire le problème, et j'y reviendrai à la fin de cet exposé. Du reste, vous le voyez bien, aujourd'hui, quand on dit qu'on va diminuer les coûts, on commence par diminuer le nombre de bonshommes au travail, et même si, en faisant ça, on augmente la quantité d'énergie qu'on consomme, ça reste une excellente affaire. C'est une autre manière de dire que ce qui vaut cher dans notre système économique, et encore une fois, j'y viendrai à la fin, c'est le travail humain, c'est même du reste la seule chose qu'on compte. La formation du pétrole n'est nulle part. Ce qui veut dire que si je regarde combien est-ce que le collaborateur moyen de SPI, en imaginant qu'il consomme à peu près comme la moyenne des Européens, possède d'esclaves virtuels à sa disposition à travers l'utilisation de l'énergie, j'arrive à ce petit tableau qui est qu'il a l'équivalent de 20 personnes à sa disposition 24 heures sur 24 au champ. Ça s'appelle un tracteur, ça s'appelle une moissonneuse-batteuse, ça s'appelle un séchoir à grains, ça s'appelle un tapis roulant qui vous sort le fumier de l'étable, etc., etc., une treilleuse automatique. Tout ça, c'est des esclaves mécaniques qui sont à notre disposition pour produire la nourriture. Et c'est ça qui permet, en faisant passer la population active au champ de 70% des gens qui travaillent à 3% des gens qui travaillent, de libérer des paires de bras, par exemple, pour poser des câbles dans des bureaux. Si les gens sont occupés à faire pousser des patates, c'est plus difficile de les prendre pour aller poser des câbles dans les bureaux. Donc ces esclaves virtuels-là, dans l'agriculture, ils ont permis, et vous le savez déjà, en augmentant la productivité agricole, de faire émerger les civilisations industrielles, parce qu'il n'y a pas de civilisation industrielle sans augmentation de la productivité agricole. Ensuite, nous avons tous l'équivalent d'une petite trentaine de paires de jambes et de bras, mais surtout des jambes dans les transports, 24 heures sur 24. Ça s'appelle une voiture, ça s'appelle un avion, ça s'appelle un camion, ça s'appelle un train, ça s'appelle un bateau. Toujours pour vous illustrer, on parlait de la visite de M. Sarkozy en Angleterre. Eh bien, les prédécesseurs de la reine d'Angleterre, c'est-à-dire les monarques d'il y a 2 siècles, ne sont jamais allés à 120 km/h et ils n'ont jamais eu un carrosse avec 50 chevaux attelés devant, même s'ils en avaient envie. Or, une voiture de 50 chevaux de puissance de moteur aujourd'hui développe la même puissance que 50 chevaux attelés devant la voiture. Et ça pour 15% du budget de quelqu'un qui travaille. Donc les esclaves mécaniques dans les transports ne valent rien, sont devenus extrêmement accessibles. En voici l'illustration. Ensuite, nous avons tous 25 paires de bras et de jambes à notre disposition dans l'industrie, qui, par exemple, fabriquent, on parlait tout à l'heure du dégagement de CO2 des voitures, mais ces voitures, elles sont fabriquées par des esclaves mécaniques, et puis les fils que vous posez sont fabriqués par des esclaves mécaniques, et puis les boîtiers que vous posez sont fabriqués par des esclaves mécaniques, et puis ma cravate a été fabriquée par une esclave, etc. Et même une partie de ce que vous allez faire à midi, les assiettes, ont été fabriquées par des esclaves mécaniques, etc. Donc tout ça, c'est des esclaves mécaniques à notre disposition qui travaillent, et on y viendra aussi à la fin de cet exposé, l'augmentation de la productivité industrielle, c'est très largement la baisse du coût réel de l'esclave mécanique à notre disposition. C'est très largement ça. Ensuite, on a 9 personnes assises à ne rien faire dans notre cave, ça s'appelle un chauffage central. Vous savez qu'aux époques anciennes, ce n'était pas des gens assis à ne rien faire qu'on mettait, c'était des vaches. Voilà. Donc ça, c'est le dégagement de chaleur qui permet de se chauffer. Après, l'électricité spécifique, alors c'est pas à vous que je vais apprendre ce que c'est normalement, donc les usages non thermiques de l'électricité représentent une petite trentaine de domestiques à notre disposition en permanence. C'est la cafetière qui se met en route toute seule le matin, c'est la machine à laver, c'est la machine à laver la vaisselle, c'est le frigo, c'est le congélateur, c'est l'ascenseur, c'est le vidéoprojecteur, etc., etc. C'est tous les moteurs électriques qui, partout, tournent et qui sont devenus
relativement indispensable au fonctionnement, c'est les pompes, etc. Tout ça, c'est devenu relativement indispensable au fonctionnement de la société telle que nous la voyons aujourd'hui. Je ne sais pas si quelqu'un s'est amusé à faire le calcul macabre, à part Barjavel dans Ravage, de ce qui se passerait dans une société occidentale où l'électricité deviendrait totalement indisponible pour quelques mois. Je ne serais pas étonné que ça fasse quelques millions de morts. Plus de pompes, plus de système sanitaire, plus de pompes à carburant, plus de transport, plus de chaîne du froid, enfin bon, à mon avis, le prix commence à être assez élevé. Et enfin, il y a quelques personnes perdues en cours de route dans la conversion de la chaleur en électricité que j'aborderai un tout petit peu plus tard. Ce que je suis en train de vous dire finalement, c'est que la totalité de la civilisation occidentale repose sur les moteurs et la chimie. Tout autour de vous est moteur et chimie. C'est-à-dire que la totalité de ce qui fait aujourd'hui nos acquis sociaux repose sur cette petite relation toute bête qui est que nous extrayons des hydrocarbures du sol, nous les brûlons en les associant à de l'oxygène et on met le sous-produit qui en résulte dans l'atmosphère. Ça, encore une fois, ça permet les moteurs et la chimie, c'est-à-dire la totalité des esclaves mécaniques que je vous ai évoqués tout à l'heure. Et ça permet les 35 heures en France, les 6 semaines de congés payés en France, l'allongement de la durée des études, la tertiarisation de l'économie, etc. Absolument tout repose sur cette relation toute bête. Donc quand un délégué CGT rentre dans votre bureau en disant « je veux plus », en fait, sans le savoir, ce qu'il demande, c'est la perpétuation de ce flux, malgré 2 contraintes. La première, c'est que le stock est fini. Et donc, il y a un premier débat qui est combien de temps est-ce que je peux creuser à vitesse accélérée sous le sol pour en faire sortir ces hydrocarbures. Et la deuxième contrainte, c'est que depuis 10 000 ans, le système climatique est remarquablement stable. Et c'est du reste ça qui a permis l'émergence de notre civilisation d'agriculteurs sédentaires, parce que dans un système climatique mouvant, vous ne pouvez pas être agriculteur sédentaire, parce que là où vous pouvez faire de l'agriculture un jour, un siècle après, vous ne pouvez plus. Donc, c'est pas comme ça que la civilisation sédentaire n'aurait pas émergé de la même manière. Et donc, combien de temps est-ce qu'on peut mettre à vitesse accélérée dans l'atmosphère un gaz qui perturbe les échanges d'énergie, qui n'a pas d'action chimique, qui a une action physique, qui perturbe les échanges d'énergie entre la surface planétaire et l'espace, avant que le changement climatique qui en résulte ne devienne un facteur limitant pour nos activités. Et vous voyez que ces 2 questions sont étroitement imbriquées l'une à l'autre, c'est-à-dire que la contrainte de ressources et la contrainte sur le système physique, sur la stabilité climatique, sont des débats qui doivent se mener en parallèle, de front, parce que l'un dépend partiellement de l'autre. Alors on va commencer par la partie amont, on va bêtement suivre la chronologie, et pour bêtement suivre la chronologie, on va commencer par faire un petit retour en arrière. Ce petit retour en arrière vous montre ici la quantité totale d'énergie consommée par l'humanité. Cette fois-ci, c'est donc pas par un individu pris isolément, c'est par l'ensemble, c'est par la totalité de la biomasse humaine. Et ce graphique exclut le bois, tout simplement parce que les statistiques fiables sur l'utilisation du bois il y a 1 siècle et demi sont plus difficiles à trouver que celles sur les énergies dites commerciales, où dès qu'il y a quelqu'un pour envoyer une facture à quelqu'un d'autre, il y a un 3e larron pour faire des statistiques sur ça. Et éventuellement pour percevoir quelques petits droits au passage. Donc, vous avez ici les énergies dites commerciales utilisées par l'humanité depuis 1 siècle et demi. Vous voyez que cette quantité d'énergie a été multipliée par 30 au cours du XXe siècle, donc ce n'est pas quelque chose qui est complètement anodin. Vous voyez que chaque forme d'énergie prise isolément continue sa croissance. Alors là, je vais tenir un discours un tout petit peu différencié pour les Français, les Anglais et les autres. En France, on imagine volontiers que le charbon est une énergie du passé parce que nous n'avons plus de mines en activité et parce que l'électricité au charbon ne fait pas la une des journaux dans notre pays. Nos amis anglais, avec leur centrale de Drax, nos amis allemands, avec une bonne partie de l'électricité au charbon, peut-être des Polonais s'il y en a dans la salle, peut-être des Italiens, etc., savent très bien que, en fait, l'électricité au charbon, c'est le mode dominant de production de l'électricité dans le monde. 40% de la génération électrique mondiale est faite avec du charbon. Devant le gaz, 20%, le pétrole n'en faisant que 5% aujourd'hui. Et l'hydroélectricité et le nucléaire, 15 chacun. Donc la croissance de la quantité de charbon consommée dans le monde, c'est tout simplement la croissance de l'électrification. Et là, on va bien évidemment trouver un lien avec vos activités. À chaque fois que vous permettez une augmentation de la quantité d'électricité quelque part, vous avez besoin,
de la prolongation de ces courbes-là pour que ça puisse se passer. Alors, donc, vous voyez que chaque forme d'énergie connaît sa propre croissance. Et si j'en reviens aux ordres de grandeur, entre la génération de mes parents, la génération qui est la mienne, c'est-à-dire la plus intéressante, évidemment, et la génération de mes enfants, vous avez eu, en gros, une multiplication par 8 de la quantité d'énergie consommée dans le monde. Question, est-ce que ça va pouvoir, de nouveau, se produire pendant les 2 générations qui viennent ? Vous allez voir que si on demande aux gens qui sont au plus près de l'information primaire, la réponse est loin d'être évidente. La deuxième chose absolument majeure, c'est que 80% de l'approvisionnement énergétique mondial provient d'énergies qui sont des hydrocarbures, c'est au sens large, ou plus exactement des combustibles fossiles, c'est-à-dire des résidus de vie qui a pris place il y a très longtemps. Quelques dizaines de millions d'années pour le pétrole, quelques centaines de millions d'années pour le charbon. On peut donc considérer qu'aux échelles de temps qui nous intéressent, la génération, le siècle, quelques siècles, cet inventaire initial, ces ressources initiales sont en quantité donnée, sont en quantité finie. Au début de la partie de Monopoly qui s'appelle Civilisation industrielle de l'humanité, nous avons un stock de départ qui est ce qu'il est. Et à ce moment, les mathématiques vont être reines. Quand le stock de départ est fini, vous n'avez pas d'autre choix pour la consommation issue de ce stock que de partir de 0 à moins l'infini, de passer par un maximum et de tendre vers 0 à plus l'infini. Voilà, théorème de maths que j'ai eu à démontrer quand j'étais étudiant, et c'est probablement le cas aussi pour au moins une personne dans cette salle, à savoir notre ami Gauthier Louette. Donc voilà, c'est une démonstration mathématique qui se fait, et c'est une conclusion qui s'applique à n'importe quel stock initial qui est fini. Vous pouvez appliquer également cette conclusion au phosphate, aux minerais de cuivre, à la bauxite, au titane, au diamant, pardon mesdames, etc. Vous prenez n'importe quelle ressource initiale qui est finie, et à ce moment, vous pouvez lui appliquer cette conclusion. Donc, il y aura un maximum, donc un pic à la production du pétrole, il y en aura un à la production du gaz, il y en aura un à la production du charbon, il y en aura un à la production du minerai de cuivre, il y en aura, etc. C'est juste, pour en revenir à mon propos initial, une question d'échéance et de niveau. Donc le bon débat n'est pas est-ce qu'il y aura pic ? Encore une fois, à moins que les élèves ingénieurs dans ce pays continuent à démontrer des théorèmes faux, ce qui m'étonnerait, la réponse est oui. La seule question, c'est quand au plus tard et à quel niveau au plus tard. C'est ça, les deux questions. Bien évidemment, si à quel niveau au plus, c'est 1000 fois le niveau actuel, et quand au plus tard, c'est dans 3 millions d'années, la question ne se pose pas du tout de la même manière que si c'est 3% de plus qu'aujourd'hui et dans 5 ans. Et c'est bien ça le débat. La deuxième chose que vous pouvez voir, c'est que 80% de l'approvisionnement énergétique mondial contribue au changement climatique. C'est ce qui explique le petit graphique que je vous ai livré tout à l'heure, dans lequel je vous disais que la totalité de nos acquis sociaux reposait sur la perturbation du climat aussi, dans des proportions variables, mais dès que vous avez affaire à un composé initial qui comprend du carbone, il semble très difficile, là aussi, d'échapper à une petite réaction chimique que nous connaissons bien, qui est que l'oxydation du carbone conduit à du CO2, et on voit mal comment il pourrait en être autrement à l'avenir. Donc 80% de l'approvisionnement énergétique mondial contribue à l'augmentation du stock atmosphérique de CO2 et est issu d'un stock fini qui finira par plafonner puis décliner. Notez incidemment que le gaz n'est qu'une énergie 20% plus propre que le pétrole. Et pour ceux d'entre vous qui habitent en France et qui regardent de temps en temps la publicité à la télévision, quand vous voyez la publicité de Gaz de France avec quelques copeaux de bois qui s'envolent et quelques éoliennes qui tournent et quelques femmes, fort agréables du reste, en maillot de bain au bord de la piscine, je ne pense pas que vous associerez spontanément ça aux conséquences du changement climatique dont je vais vous parler dans une demi-heure. Voilà pour moi un très bel exemple de publicité mensongère, c'est-à-dire où on vous explique que tout ça c'est tout beau, tout propre, alors que non, c'est là comme ailleurs, la dose qui fait le poison. Si vous consommez 1000 de gaz, vous perturbez beaucoup plus le climat que si vous consommez 500 de pétrole. Voilà, donc c'est deux conclusions importantes qu'il faut garder en tête, c'est la finitude des stocks et la perturbation du climat par le biais du CO2 émis. Si je fais un instantané maintenant sur 2005, voilà à quoi ressemble donc le diagramme de la consommation d'énergie de l'humanité, en ayant rajouté cette fois-ci le bois, qui n'apparaissait pas tout à l'heure, la biomasse, là, ou bien là pour nos amis anglais.
Et vous voyez que la première énergie consommée dans le monde, c'est du pétrole, devant le charbon et devant le gaz. Alors, le bon raisonnement pour l'avenir, quand on s'intéresse à l'énergie, c'est ce qu'on appelle l'énergie primaire. C'est celle qu'on va trouver dans la nature, c'est celle-là que la nature a mis gratuitement à notre disposition. Donc l'énergie primaire, ce sont des hydrocarbures qui brûlent, ce sont des noyaux fissiles qui veulent bien se casser en deux en libérant de l'énergie, ce sont des chutes d'eau, c'est du vent, enfin de l'air qui se déplace, c'est du rayonnement électromagnétique, c'est-à-dire du rayonnement solaire que nous recevons à la surface de la planète, etc. C'est ça l'énergie primaire. Cette énergie primaire, nous ne la consommons pas telle qu'elle, nous commençons par en faire de l'énergie finale. On prend le pétrole, on le raffine, on prend le charbon, on le transforme en électricité, etc. L'énergie finale est celle que vous achetez, ça n'est pas celle que l'on trouve dans la nature. Entre les deux, vous avez les pertes du système énergétique, et notamment quelque chose que vous connaissez très bien puisque vous êtes de la partie, qui est que l'essentiel de la production électrique dans le monde commence en faisant bouillir de l'eau. On fait de la chaleur, et quand on commence par faire bouillir de l'eau pour obtenir derrière du travail mécanique puis de l'électricité, il y a un monsieur Carnot qui a dit qu'on ne savait pas récupérer 100% de l'énergie thermique initiale. Donc à partir du moment où vous avez monsieur Carnot qui existe, eh bien vous avez des pertes dans les centrales électriques où on commence par faire de la chaleur. Et cette conclusion s'applique que la centrale fasse sa chaleur avec de l'uranium, ou avec du charbon, ou avec du gaz, ou avec du pétrole. Dès que vous commencez par faire bouillir de l'eau, vous perdez en cours de route n'importe quoi entre 50 et 80% de la chaleur initiale que vous avez produite. Le rendement moyen des centrales thermiques dans le monde, je crois que c'est un peu au-dessus de 30%, et vous avez aux États-Unis ou en Chine des centrales à charbon avec des rendements qui sont bien inférieurs à ce qu'on a dans les centrales nucléaires françaises. Donc le nucléaire n'a pas le privilège d'avoir des pertes thermiques très importantes, ce qu'il faut évacuer dans l'environnement avec de très beaux aéroréfrigérants. Incidemment, notez aussi que l'électricité n'est pas une énergie primaire, elle est donc aussi propre que l'énergie primaire avec laquelle on l'a faite. La voiture électrique dans un pays qui fait toute son électricité au charbon, c'est plus sale que la voiture à diesel. La voiture à pile à combustible, si vous avez commencé par faire l'hydrogène en craquant du méthane, parce que l'hydrogène n'est pas une énergie primaire, c'est plus sale que la bonne voiture hybride diesel. Donc l'énergie primaire, c'est celle-là qu'il faut prendre en considération pour savoir si on a une vraie solution ou une fausse solution. L'énergie finale, encore une fois, elle n'est pas mieux que l'énergie primaire avec laquelle on l'a fabriquée. Plus on électrifie un pays, et plus il émet de CO2. C'est bien la preuve que l'électricité, ce n'est pas une énergie propre. Donc, vous avez, encore une fois, tout dépend de ce avec quoi c'est fait. Donc, tout ce qui est hydrogène, électricité, air comprimé, etc., tout ce qui est dans les énergies finales, là, eh bien, ça n'est pas une solution si ça ne permet pas de taper dans une énergie primaire qui est sans contrainte. C'est ça, c'est bien ça le débat. Vous voyez que tant pour l'énergie primaire que pour l'énergie finale, c'est le pétrole qui domine. Donc on va commencer notre petite discussion sur les ressources par le pétrole. Alors, voilà, donc ça c'est simplement pour rappeler qu'il y a 20% de l'approvisionnement énergétique qui ne fait pas de CO2. Et ce petit graphique illustre également le fait que le pétrole a une importance selon le pays dans l'approvisionnement énergétique primaire qui ne dépend pas beaucoup de la quantité d'électricité nucléaire qu'on fait. En France, vous avez un débat souvent qui est on consomme moins de pétrole, c'est exactement une affirmation. On consomme moins de pétrole parce qu'on a des réacteurs nucléaires. C'est parfaitement faux. On consomme moins de gaz et de charbon, mais on consomme autant de pétrole. Vous avez ici la moyenne de la part du pétrole dans l'approvisionnement énergétique primaire en Europe. C'est la barre rouge qui s'affiche là, et vous voyez que c'est en gros un tiers. Vous avez ici la part du pétrole dans l'approvisionnement énergétique primaire en France, et vous voyez que nous sommes très exactement à la moyenne européenne. Et vous avez ici un certain nombre d'autres pays qui s'affichent et qui ont ou qui n'ont pas du nucléaire. L'Autriche n'en a pas, l'Allemagne en a un tiers, l'Italie n'en a pas, la Suisse en a 40%, la Grande-Bretagne en a 20%. Bon, j'ai pris quelques pays au hasard, vous voyez que tous ces pays ne sont pas très loin de la moyenne européenne, avec pourtant une part du nucléaire dans l'approvisionnement électrique qui peut varier du tout au tout. La raison à cela est très simple, c'est que nulle part dans le monde, ou à peu près nulle part dans le monde, le pétrole n'est la forme dominante de production électrique. Le pétrole sert aujourd'hui à faire 5% de l'électricité mondiale, c'est tout. Donc les pays qui n'ont pas de nucléaire ont à la place du gaz et du charbon pour l'essentiel, et vous verrez à la fin de cet exposé, malheureusement ou heureusement, je ne sais pas comment il faut le dire, extrêmement peu d'éoliennes. On va donc commencer par le pétrole pour savoir ce qui va se passer plus tard. Et on va commencer par le début de l'histoire en ce qui concerne le pétrole, qui est qu'avant de pouvoir le consommer, il faut commencer par l'extraire du sol. Et avant de l'extraire du sol, il faut commencer par savoir où il est.
Donc quelque chose qui va nous donner une indication importante sur le stock de pétrole qui est à la disposition de l'humanité pour ses aventures industrielles, c'est de regarder comment évoluent les découvertes. Alors là, pour ça, on va demander à un groupe écologiste bien connu, c'est pour ça que la courbe est en vert, et le groupe écolo s'appelle Exxon. Et on demande à Exxon comment ont évolué les découvertes de pétrole à la surface de la planète. Et Exxon vous dit, eh bien, on a commencé par en découvrir de plus en plus, puis dans les années 1960, on est passé par un maximum, et depuis, vous avez une décroissance soutenue des découvertes de pétrole dans le monde. Alors en fait, cette courbe n'est pas exactement celle des découvertes, c'est celle de la fraction extractible la plus probable des découvertes. Et cette courbe-là, si vous en faites le cumul, eh bien, ça vous donne le stock de pétrole qui est à notre disposition pour faire joujou. C'est celui-là qu'on aura, et pas plus. Je peux prendre un autre groupe écologiste bien connu qui s'appelle Shell, et demander à Shell comment est-ce que Shell voit non seulement le passé, donc là, le passé, ils vont vous donner la même vision que Exxon, c'est-à-dire que les découvertes ont cru jusque dans les années 60 puis décru, mais ils vous donnent également une vision de l'avenir sur les décennies qui viennent. Est-ce que, grâce aux petits drapeaux plantés par les soviétiques, enfin par les Russes, excusez-moi, sous le pôle Nord, on va trouver plein de pétrole, est-ce que, etc. Shell vous dit non. On a fait une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois le tour du propriétaire. Et ce qu'on s'attend à trouver comme pétrole dans les décennies qui viennent, c'est la prolongation de la baisse tendancielle. Le milliard de barils du champ géant du Kazakhstan, où Total est en train de discuter le bout de gras avec ses partenaires, c'est 1 pour 1000 des réserves mondiales. Les 3 milliards de barils qui ont été découverts en offshore profond au large du Brésil et dont on a beaucoup parlé dans la presse française ces derniers temps, c'est 3 pour 1000 des réserves pétrolières mondiales. Donc tout ça, ça peut vous paraître beaucoup, parce que dès qu'on voit des milliards quelque part, c'est beaucoup. Si vous ramenez ça au stock inventorié, c'est pas grand-chose. Une fois que vous avez le stock, eh bien vous pouvez spéculer sur le moment où on va passer par le maximum, puisque la contrainte à respecter, c'est que le cumul de la production ne pourra en aucun cas excéder le cumul de la fraction extractive des découvertes. En aucun cas, le cumul de la production ne peut excéder le cumul de la fraction extractive des découvertes. Pour savoir quelle est la fraction extractive des découvertes, votre espérance maximale de gain, exactement votre espérance maximale d'avoir accès à la meilleure information, c'est de faire exactement comme en médecine. Si vous n'avez pas le temps de faire vous-même des études de médecine, eh bien, le meilleur pari, c'est de faire confiance à ceux qui les ont faites. Là, c'est exactement pareil. Si vous n'avez pas le temps de compiler toutes les données disponibles et de les vérifier une par une sur les ressources inventoriées et leurs fractions extractibles, votre meilleur pari est de faire confiance aux techniciens et ingénieurs dans ce métier. Donc, si vous leur posez la question, et vous dites, à cause de cette contrainte sur la totalité du pétrole extractible qui ne pourra pas excéder la fraction des découvertes, fraction extractive des découvertes, le plus vraisemblable, c'est que le pic de production du pétrole va être quelque part aux alentours de 2015-2020. Ici, vous avez, on va dire, les extrémités de la fourchette, c'est-à-dire, donc, là, les gens qui le voient arriver le plus tôt, en fait, les gens qui le voient arriver le plus tôt vous disent en plaisantant que c'était en 2006, le 1er janvier à 18h15. Les gens qui le voient arriver le plus tard parlent de 2020-2025, et Total, dont je tiens ce graphique, à l'époque où Desmarais s'exprimait, c'était 2020, et maintenant, quand vous demandez son avis à De Margerie vous dit c'est plutôt 2015. Et puis quand vous demandez leur avis à la cantine de Total aux ingénieurs de l'exploration-production, ils vous disent 2015, c'est peut-être un peu avant. Donc voilà, en ordre de grandeur, les dates dont il est question. Ce qui veut dire qu'on fait bien évidemment une faute de français, ou d'anglais, ou d'italien, ou d'allemand, quand on parle des générations futures pour ce problème-là. Ce n'est pas du tout un problème pour les générations futures, c'est un problème pour les générations actuelles. Donc vous barrez futur et vous remplacez par actuel, né et bien né. La décroissance de la production mondiale de pétrole est un problème qui va concerner une large partie des gens dans cette salle, moi le premier, et à l'évidence, vos enfants et futurs petits-enfants, si vous avez encore l'intention d'en avoir, après ce que je vous aurais dit.
Maintenant, je vais décomposer un tout petit peu, pas à pas, le raisonnement sur à quand le pic de production de pétrole. Depuis que les géologues pétroliers existent, ils ont fait un exercice qui consiste à savoir combien de pétrole extractible est-ce que l'humanité aura à sa disposition, en incluant bien évidemment ce qui a déjà été extrait, mais aussi ce qui sera découvert plus tard, ou ce qui sortira des champs, dont on pensait qu'il ne sortirait que tant, et puis finalement on va gagner au loto et il va sortir un peu plus, voire beaucoup plus. Donc les géologues pétroliers, on leur demande depuis 1900 combien de pétrole finalement est-ce que l'humanité pourra extraire. Depuis 1900, ils ont donné des estimations variées qui sont globalement allées en croissant jusqu'en 1970 et depuis 1970, ces estimations sont globalement stables. En d'autres termes, depuis que l'humanité a passé le pic des découvertes, et l'a passé d'une décennie en gros, eh bien, les évaluations que les géologues pétroliers font de la quantité totale de pétrole à notre disposition, elle est relativement stable, alors stable avec une barre d'erreur, bien évidemment, et ils disent, en gros, il y aura entre 2000 et 3000 milliards de barils de pétrole à notre disposition. C'est ça qu'on va faire sortir des réservoirs. Alors, une petite précision, un réservoir de pétrole, c'est pas comme un réservoir de voiture ou comme un fond de baignoire dans lequel il n'y a qu'à mettre un tuyau et ça coule. Un réservoir de pétrole, pour ceux d'entre vous qui ont travaillé avec les pétroliers à l'époque où vous aviez des oléoducs, vous le savez peut-être, c'est simplement un morceau de pierre plus ou moins poreuse dans lequel vous avez un liquide plus ou moins visqueux, inégalement ou également réparti, avec une pression plus ou moins bien connue et un environnement qui peut être extrêmement hétérogène d'un bout à l'autre de votre réservoir, puisque vous êtes essentiellement en milieu solide. Donc, une bonne idée de ce qu'est l'extraction pétrolière, c'est vous prenez un morceau de craie, un gros morceau de craie, vous le laissez tremper dans de l'huile chez vous pendant quelques années, puis vous enrobez tout ça dans un gros paquet de terre glaise, vous creusez un trou avec une aiguille à coudre, et par le trou en question, vous essayez de faire ressortir l'huile que vous pouvez. Voilà, ça, c'est quelque chose qui s'approche beaucoup plus de ce qu'est l'extraction pétrolière que l'idée qu'on a une baignoire, on enlève la bonde, et puis l'eau se met à couler. Non, c'est pas du tout comme ça que se passe l'extraction pétrolière. Ça vous explique pourquoi il y a bien évidemment un débat sur la fraction qui va finir par sortir, parce que ça dépend de nombreux paramètres sur lesquels vous avez toujours une barre d'erreur. Donc depuis 35 ans, les évaluations sont stables, et les évaluations sont stables entre 2000 et 3000 milliards de barils. Alors à ce moment, le raisonnement tenu par les pétroliers est le suivant. Là, je vais vous donner le raisonnement tenu par M. Yves Mathieu, qui travaille à l'Institut français du pétrole, où il est en charge de l'évaluation des ressources pétrolières mondiales. Voilà, donc ça tombe bien. Il est plus près du problème que s'il faisait de la pâtisserie. Et M. Yves Mathieu vous dit, si nous avons le bas de la fourchette à notre disposition, donc nous avons 2000 milliards de barils à notre disposition, on en a déjà consommé 1000, conséquence logique, il en reste 1000, et à ce moment, le pic de production est pour le 1er janvier à 18h15, comme je le disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il est quelque part autour de l'instant présent. Peut-être qu'on l'a déjà passé, peut-être qu'il va arriver dans 2 ans, et bien évidemment, pour des raisons que je vais vous expliquer dans pas très longtemps, vous en verrez la traduction économique avant d'en avoir la certitude physique. À cause du bruit que vous avez autour du signal, il faudra attendre 10, 15, 20 ans derrière le pic pour savoir qu'on l'a passé avec certitude. Donc si on a 2000 milliards de barils, c'est ça qui se passe. Si les gens font, comme il est vraisemblable, des investissements pour augmenter l'extraction dans les réservoirs connus et qu'on est plutôt dans la moyenne de ce qu'on peut espérer que dans le bas de la fourchette de ce qu'on peut espérer, donc je dirais que ça, c'est l'espérance mathématique la plus élevée, le best buy, comme diraient nos amis anglo-saxons. Et donc, il reste 1500 milliards de barils à notre disposition de pétrole extractible, pour un total donc de 2500. Alors, la production pétrolière commence à plafonner dans les années 2010-2012, se stabilise autour de ce genre de plafond pendant 10-15 ans. Je dirais que ça, c'est le maximum physique possible. Ça n'est pas nécessairement ce qui va se passer. Vous pouvez avoir une grosse indentation parce que grosse récession, puis ça repart, puis etc. Mais en gros, le maximum physique possible, c'est plateau de production pendant 15-20 ans, puis décroissance forte. Après, on commence à rentrer dans les approches probabilistes où on gagne au loto lundi, mardi et mercredi. Alors, si on gagne au loto lundi, mardi et mercredi,
À ce moment, le pic de production est pour 2025 aux alentours de 100 millions de barils par jour, mais prenez les déclarations les plus récentes ou du patron de BP ou du patron de Shell ou du patron de Total et ils vous disent tous aujourd'hui 100 millions de barils par jour, on ne voit pas trop comment on pourrait y arriver. À notre avis, on n'y arrivera pas. Et enfin, vous pouvez gagner au loto lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi. Et à ce moment, on arrive en 2025 ou en 2030 et on aurait encore 2200 milliards de barils à notre disposition. Dans tous les cas de figure, une question est posée à relativement brève échéance, ça va coûter combien ? Et là, si je le savais, plutôt que de faire des conférences devant des cadres supérieurs pour un prix ridicule, je spéculerais sur le prix du pétrole, puisque je sais combien ça va coûter, en restant tranquillement chez moi à faire pousser mes dahlias, et j'attendrai que l'argent rentre. Je suis incapable de vous dire ce qui va se passer sur le prix de la ressource. Pour deux raisons. La première, c'est que pour que vous ayez un prix de marché, il faut qu'il y ait un marché. Et vous avez travaillé dans un nombre suffisamment important de pays pour savoir que le marché, il est notamment gouverné par des considérations politiques qui, dans ce genre d'univers mouvant, peuvent très vite changer d'un jour à l'autre. Le politique, qui notamment contrôle très fortement la production de pétrole dans les pays producteurs, peuvent décider très rapidement que la fraction qui sera réservée à l'exportation change, que le partage entre les pays consommateurs change, parce que pour le moment, tout le monde s'est servi dans une grande baignoire dont la taille ne faisait qu'augmenter. Alors ça, c'est facile à gérer comme problème. Quand le seul problème en fin d'année, c'est de répartir entre les cadres un résultat net qui a augmenté, c'est pas très difficile à gérer. Je pense que même moi, j'y arriverai. Quand il s'agit de commencer à partager la mise au régime, c'est beaucoup plus difficile. C'est beaucoup plus difficile. Donc, la question de savoir ce que va, et vous voyez bien que de partager un résultat croissant et de gérer des bonus croissants, ce n'est pas exactement le même problème que de devoir mettre des gens à la porte. Eh bien là, c'est exactement pareil. Si nous avons une quantité globalement décroissante d'une ressource dont tout le monde a envie à partager, il va se passer des choses inattendues sur le prix de la ressource et l'accès à la ressource. Et si je le savais, je serais un homme riche et heureux. Je ne sais pas ce qui va se passer. Je ne suis pas sûr que vous le sachiez mieux que moi. Par contre, ce que je sais, c'est que si votre business plan, il suppose de suivre la prolongation tendancielle, je ne mettrai pas un radis dans votre actionnariat. Parce que ce n'est pas ça qui va se passer. Il va se passer tout, sauf la prolongation tendancielle de la production. Et il y a quand même quelque chose qu'il faut rappeler avec force, et je le rappelle vraiment avec force parce que, encore il n'y a pas longtemps, un journaliste de la presse économique française m'a fait remarquer « Ah oui, tiens, j'avais pas remarqué ça ». C'est qu'il n'existe pas de monde dans lequel vous ayez une production décroissante et une consommation croissante. Ce monde-là n'existe pas. Donc la prolongation tendancielle des voitures en Chine, du prix de l'essence en France, etc., dans un monde dans lequel la production pétrolière baisse, c'est tout sauf valide. C'est pas ça qui va se passer. Ça n'est pas ça qui va se passer. Si la production baisse, la consommation baissera. La seule question à ce moment, encore une fois, est de savoir comment tout ça est géré. Voilà un autre exemple de pronostic. Ça, c'est un des anciens dirigeants de la Saudi Aramco qui possède 25% des réserves pétrolières prouvées. C'est pas rien. Et cet homme-là vous dit, pour moi, en gros, la production d'hydrocarbures liquides, ça plafonne aux alentours des années 2010-2012, avant de commencer à décliner derrière. Et ce, nonobstant le fait que les pays du Moyen-Orient continuent à produire beaucoup, que ici vous voyez le Brésil qui augmente sa production transitoirement, etc., etc. Mais quand vous mettez tout ça bout à bout, ça se met à décliner. Notez que dans un monde où la démographie est croissante, le quota disponible par tête se met à décroître dès que vous avez passé ça. Dès que vous êtes à production stable, le quota disponible par tête décroît. Alors, est-ce que c'est grave, docteur, cette affaire ? Pour l'économie, ça va probablement avoir des conséquences qui n'existaient pas jusqu'à maintenant. Vous avez ici une courbe qui vous donne quelque chose qui devrait vous intéresser, qui est d'une part, alors évidemment il y a un traitement mathématique pour que tout ça tienne avec des unités qui sont les mêmes, donc ça tasse la hauteur, mais ça ne supprime pas la corrélation, qui est celle qui est intéressante. Vous avez ici quelque chose qui vous restitue le prix du baril, une année donnée, et en violet, vous avez le taux de chômage aux États-Unis l'année qui suit. Et vous voyez qu'incidemment, après les années 1970, donc quand les États-Unis sont devenus importateurs de pétrole après avoir
passer leur propre pic de production. Et d'aucuns disent qu'il y a un lien entre le choc pétrolier et le fait que l'OPEP ait vu les États-Unis subitement devenir importateurs de pétrole parce qu'ils venaient de passer leur pic de production. Moi, j'ai pas de théorie là-dessus, mais c'est quand même un argument qui mérite examen. Eh bien, vous voyez que la corrélation entre les deux a plutôt tendance à augmenter. En tout cas, elle a plutôt tendance à être, enfin, elle est plutôt plus forte là qu'ici. Donc, on peut se poser légitimement la question si les discours de M. Gordon Brown et Nicolas Sarkozy ne sont pas secondaires devant le prix de l'énergie dans la poursuite ou non de la croissance économique et du fait que les gens aient tous un travail. Autre chose intéressante, alors là je suis désolé, c'est très franco-français, mais c'est probablement extrapolable à d'autres pays. Vous avez ici la part de l'accroissement de la dette dans les revenus de l'État français. Donc chaque année, l'État français dépense de l'argent pour payer des instituteurs, des agents de police, des routes, très accessoirement de l'électrification des lignes de TGV. Et vous avez ici les ressources avec lesquelles il boucle son budget. Donc ça, c'est pour l'essentiel des recettes fiscales ou parafiscales. Et ici, vous avez les recettes qui n'existent pas, c'est-à-dire le recours à la dette. Et vous voyez que le recours à la dette, ça démarre aux alentours du premier choc pétrolier. Ça augmente volontiers quand vous avez une grosse récession, enfin ou une petite récession, ce qui s'est passé après le choc pétrolier ici, ce qui s'est passé dans les années 90 là, etc. Et le prochain choc pétrolier que nous allons vraisemblablement avoir est quelque chose, et ça va faire une grosse différence en France, mais probablement dans les autres pays qui sont concernés par le même problème. Il s'abordera avec des caisses de l'État qui seront vides, alors que celui de 1974 s'est abordé avec des caisses de l'État qui étaient pleines. Et bien évidemment, ça va faire une grosse différence. Il n'y a pas que du pétrole sur Terre, vous avez aussi du gaz et du charbon. Alors, les inventaires disponibles, les ressources disponibles en gaz et en charbon sont du même ordre que le pétrole pour le gaz. Vous voyez que ici, c'est ce qu'on appelle le pétrole conventionnel, c'est celui qui sort des réservoirs d'Arabie Saoudite. Le non conventionnel, c'est les sables bitumineux de l'Alberta, c'est l'offshore profond, c'est le pétrole polaire, c'est les condensats de gaz naturel. Enfin voilà, c'est tous les trucs un peu exotiques par rapport au pétrole standard qui sort des puits pétroliers ici. Le gaz est donc disponible en quantité à peu près équivalente, et le charbon, avec une très large barre d'incertitude, puisque ça peut se situer n'importe où entre là et là pour les ressources mondiales, est disponible en quantité significativement plus importante. Alors on va faire un petit exercice idiot, qui est de dire, admettons qu'on ne se soucie pas du climat, combien de temps est-ce qu'on peut prolonger la croissance en se reportant du pétrole sur le gaz et le charbon, avec lesquels on peut faire absolument tout ce qu'on veut, y compris des hydrocarbures liquides, grâce à messieurs Fischer et Tropsch, qui avaient mis ce procédé au point dans les années 1920 en Allemagne et qui ont permis aux chars allemands de venir faire un petit tour en France, puisque comme vous le savez, l'Allemagne n'a pas de pétrole, et c'est avec des carburants synthétiques issus du charbon qu'elle a fait fonctionner ses engins militaires avant d'essayer d'aller faire un tour du côté des champs pétroliers en Ukraine, avec la suite que vous connaissez. Je vais donc imaginer qu'on bascule du pétrole vers le gaz et le charbon, et à ce moment, l'histoire s'écrit comme suit, elle a démarré là, mon histoire. Nous sommes aujourd'hui ici. Le pic de production du pétrole arrive dans les années 1915-1920. Eh bien, vous voyez qu'un accroissement de la ressource, enfin de la consommation de gaz, ici de nucléaire, ici de biomasse et d'hydraulique, qui sont les deux grosses énergies renouvelables dans le monde, et puis ici, vous avez ce qui commence à sortir de l'épaisseur du trait, c'est-à-dire le solaire, le photovoltaïque, la géothermie, etc., et un charbon sur lequel vous tirez de plus en plus, ça n'empêche pas de passer par un pic pour l'approvisionnement énergétique mondial dans les années 2050, et ce, malgré une quantité très importante de charbon, puisque nous aurions ici 2000 milliards de tonnes de charbon, c'est-à-dire à peu près 6 à 7 fois ce que nous avons dans les réserves pétrolières. Donc là, c'est la magie des exponentielles. La prolongation des tendances fait que nous passons par le pic de production, toutes énergies confondues en prolongation tendancielle, avant que les gens qui naissent aujourd'hui n'aient votre âge. Avant. Bien évidemment, si nous faisons ça, à ce moment, nous choisissons d'avoir une facture climatique pour les gens qui naissent aujourd'hui, qui a toutes les chances d'être considérablement supérieure à leur capacité d'adaptation. Vous voyez que si nous choisissons cette évolution, ça revient à choisir que le pic des émissions de CO2, au lieu de le passer dans les années 2000 à 2020,
nous le passerions aux alentours de 2050-2060, et à ce moment, ça revient à choisir qu'au lieu d'avoir une élévation de température planétaire qui soit aux alentours de 2 à 3 degrés par rapport à l'ère pré-industrielle, c'est-à-dire encore 2 degrés par rapport à aujourd'hui, pour faire simple, eh bien nous choisissons d'avoir 4 à 5 degrés de plus par rapport à aujourd'hui. C'est ça le prix à payer pour essayer de prolonger les tendances une génération derrière le pic de production du pétrole. C'est bien ça le prix à payer. Si nous choisissons de limiter les émissions de CO2 de telle sorte que le pic soit passé dans moins d'une dizaine d'années, ça revient à dire que nous avons encore le droit de mettre dans l'atmosphère ce qui est contenu, le carbone qui est contenu dans les réserves prouvées de gaz et de pétrole, et rien de plus. Et si je traduis ça de manière un peu provocante pour vous, ça veut dire que partout où on vous demande d'aller poser un bout de ligne électrique dans un pays dans lequel il y a une centrale à charbon, vous dites non merci. Voilà ce que ça signifie, par exemple. Il est bien évident, j'y reviendrai tout à l'heure, que ce problème-là ne va pas se régler à la marge dans un monde globalement inchangé. Ce n'est pas ça qui va se passer. Et par ailleurs, j'y reviendrai à la fin, si on ne règle pas volontairement le problème se réglera tout seul, dans un contexte dans lequel on regrettera peut-être amèrement de ne pas l'avoir pris à bras-le-corps plus tôt. On ou nos enfants. On va donc passer maintenant à la deuxième partie de cet exposé, c'est-à-dire le changement climatique. Qui dit changement climatique dit climat. Et qui dit climat dit qu'on n'a pas affaire qu'à des hommes. Le climat est un système complexe et multidéterminé et qui a ses causes de variation propres et qui existait bien avant que nous nous en mêlions, puisque vous avez eu par exemple des âges glaciaires et interglaciaires qui ne doivent pas grand-chose à l'utilisation des combustibles fossiles par l'homme. Vous avez ici un certain nombre de causes caractéristiques de variation du climat. Le fait, par exemple, que le Soleil varie. Le Soleil, c'est la grosse bombe thermonucléaire qui nous envoie toute l'énergie qui met la machine climatique en route. Donc, quand cette machine varie, le climat terrestre change. Vous pouvez avoir des variations de l'orbite terrestre, par exemple, l'axe de rotation de la Terre est plus ou moins incliné sur le plan de l'orbite. L'orbite elle-même est plus ou moins elliptique, etc. Et ça, sur des échelles de temps qui vont de la dizaine de milliers d'années à la centaine de milliers d'années, c'est ça qui a causé les glaciations et déglaciations. Donc ça domine tout le reste à l'échelle de la dizaine de milliers à centaines de milliers d'années. Tout le reste est dominé par ça. Vous pouvez avoir les continents qui dérivent, ça vous modifie la réflexion de la lumière solaire et l'inertie thermique en fonction de la latitude, vous pouvez, etc. Donc vous avez un certain nombre de causes de variation du climat. Si vous vous intéressez, et puis vous avez nous. Alors si vous vous intéressez à la variation du climat à l'échelle de la journée, ça c'est le bulletin météo que vous trouvez dans le journal, à ce moment, il n'y a qu'un seul compartiment qui est vraiment important pour comprendre s'il va pleuvoir ou pas pleuvoir pendant la visite officielle de M. Sarkozy en Grande-Bretagne, c'est le comportement de l'atmosphère. Donc si vous avez une bonne description de l'état de l'atmosphère à l'instant T, vous savez quel temps il va faire à T plus 24 heures. Vous n'avez pas besoin de vous intéresser ni au volcanisme, ni aux océans, ni à la dérive des continents, ni à la formation des montagnes. Par contre, si vous voulez faire ce qu'on appelle de la climatologie, c'est-à-dire, ce qui n'est pas une discipline scientifique autonome, c'est-à-dire comment est-ce que le climat est susceptible d'évoluer à l'échelle du siècle ou du millénaire. D'abord, il faut mettre tous les gens qui traitent les disciplines scientifiques relatives à l'océan, à la dérive des continents, à l'astrophysique, etc., ensemble dans une même pièce. C'est ça que fait le GIEC, pour que ces gens-là convergent vers une forme de conclusion qui puise dans toutes les disciplines dans lesquelles ils travaillent. Et surtout, vous voyez que l'atmosphère n'est plus la cause dominante de variation du climat. À ces échelles de temps, c'est l'océan. Donc pour bien comprendre ce qui va se passer dans un siècle ou un millénaire, il y a deux compartiments du système climatique qui sont absolument majeurs, c'est l'océan et les calottes polaires. Même les calottes polaires gouvernent le climat qu'il fait sous nos latitudes de manière très importante. Et la variabilité atmosphérique n'est plus un sujet à ces échelles de temps. Ça, pour savoir quel va être le chiffre d'affaires de SPIE dans 10 ans, il n'est pas nécessaire de savoir si la commande que vous attendez d'un client particulier va arriver plutôt lundi, plutôt mardi ou plutôt mercredi, et si elle va être plutôt de 3 millions, plutôt de 4 millions et demi. Ce n'est pas nécessaire. Et quelqu'un qui vous dirait « Je ne vois pas comment vous pouvez avoir une prévision de chiffre d'affaires pour dans 5 ans parce que vous êtes infoutu de me dire l'heure, la minute et la seconde à laquelle la commande va arriver en provenance de tel client »,
vous dit très exactement ce que dit M. Claude Allègre quand il dit « Je ne suis pas capable de dire quel temps il va faire à Zanzibar dans un mois, donc je suis incapable de rien dire sur le climat global que nous allons avoir sur Terre dans un siècle. » Eh bien, il dit la même bêtise. Pauvre Allègre, oui, il le cherche un peu. C'est exactement le même type de raisonnement, et vous voyez qu'il est bien évidemment tout aussi invalide. La cause anthropique de perturbation du climat, la voici, c'est les émissions de CO2 de l'humanité, plus d'autres gaz à effet de serre qui s'appellent le méthane et le protoxyde d'azote et des fluides réfrigérants divers. Très mauvaise nouvelle pour nous, ces émissions de CO2 qui reflètent l'utilisation des combustibles fossiles évoluent très exactement comme l'économie. C'est-à-dire que plus l'économie se porte bien en apparence, et en fait vous allez voir à la fin que ça n'est qu'une apparence, et plus les émissions de CO2 prospèrent, alors que inversement, quand vous avez des épisodes pas spécialement drôles, comme ça, eh bien, les émissions se contractent. Et quand vous avez la bonne idée d'avoir une très grosse récession, comme par exemple en Russie après la chute du mur de Berlin, vous avez une très grosse contraction des émissions de CO2. À cause de ce que je vous ai raconté tout à l'heure sur les stocks finis d'hydrocarbures à notre disposition, ça va finir par descendre un jour. C'est absolument certain. Et vous voyez que les événements qui aujourd'hui ont causé des baisses involontaires sont globalement plutôt plus désagréables que l'idée qu'on s'en fait quand on pense au fait qu'il va falloir juste manger un peu plus de lentilles et aller un peu plus souvent en vélo jusqu'à l'aéroport. Bien évidemment, encore une fois, s'il n'y a pas de baisse volontaire, il y aura une baisse involontaire. Elle a toutes les chances de mettre en péril une bonne partie de la stabilité du monde tel que nous le connaissons. Ce CO2, qu'est-ce qu'il advient de lui ? Eh bien, il advient de lui, une fois qu'on l'a émis, que à peu près un quart finit par être récupéré par l'océan. Alors, ce que je vous donne là, c'est le résultat net des flux, ce n'est pas les produits et les charges dans le détail. Donc là, je suis juste en train de faire l'analyste financier et de vous donner le résultat net. Donc le résultat net, c'est que 25% de ce que nous mettons dans l'atmosphère finit par se retrouver dans l'océan. Avec une très forte variabilité annuelle, un tiers de ce que nous mettons dans l'atmosphère finit par se retrouver dans les écosystèmes terrestres, c'est-à-dire la biomasse, les plantes, mais aussi l'humus, c'est-à-dire le carbone contenu dans les sols. Ça va dans ces deux endroits-là. Et, bien évidemment, ce qui ne va ni dans l'un ni dans l'autre reste dans l'atmosphère, car il n'y a que ces deux modes d'épuration du CO2 de l'atmosphère et pas d'autres. Le CO2 est chimiquement inerte une fois dans l'atmosphère, donc il ne réagit avec rien pour s'épurer de cette manière. Ce qui ne va ni là ni là reste dans l'atmosphère où ça contribue à l'accroissement du stock, donc à l'accroissement de la concentration en gaz carbonique. Retenez bien ces proportions, parce que ça vous donne la règle qu'il faut suivre si on veut arrêter d'augmenter la quantité de CO2 dans l'atmosphère. Il faut que les émissions planétaires, soient divisées par 2 au moins en ce qui concerne le CO2. Il ne s'agit pas d'en enlever 3%. Il s'agit de les diviser par 2. À cause de mon théorème sur les intégrales bornées de tout à l'heure, de toute façon, ça finira par arriver. Il arrivera un moment dans l'histoire de l'humanité où les émissions de CO2 issus des combustibles fossiles seront forever inférieurs à la moitié de ce que nous faisons aujourd'hui. C'est juste des maths. Encore une fois, la seule question, c'est dans quel contexte est-ce que ça sera géré. La raison pour laquelle ce CO2 va rester très longtemps dans l'atmosphère, c'est qu'il est chimiquement très inerte, comme je vous le disais tout à l'heure. Et voici ici un graphique qui vous donne l'effet résiduel d'une tonne de gaz à effet de serre larguée à l'instance 0. C'est une échelle logarithmique, donc ici vous êtes à 0, là vous êtes à 1 année après, 10 années après, 1 siècle après le largage, 1 millénaire après le largage. La tonne de CO2 que vous larguez aujourd'hui, 1 an après, a toujours le même effet. C'est une autre manière de dire qu'elle est toujours là. Elle ne s'est pas épurée de l'atmosphère. 10 ans après, elle a toujours le même effet. Donc le surplus de concentration que ça a engendré, il est toujours là à l'identique. Et il faut attendre de l'ordre de 50 à 100 ans pour que ça commence à s'évacuer de l'atmosphère de manière croissante. En d'autres termes, il y a une irréversibilité fondamentale dans la question du changement climatique. Et j'y reviendrai tout à l'heure, la notion de remise en état du système n'existe pas. Elle n'existe pas plus que l'outrage des ans sur votre propre organisme. On peut faire un petit coup de ravalement ici et là.
Mais en attendant, le vieillissement est un processus non réversible, et vous ne pouvez pas dire à 50 ans « Ah, comme j'aimerais avoir 15 ans ». Enfin, vous pouvez vous le dire, mais ça n'a pas beaucoup d'effet. C'est exactement pareil en ce qui concerne le climat. L'idée parfois entendue que quand ça deviendra désagréable, on fera ce qu'il faut pour remettre le système en état, est une idée qui est malheureusement inopérante, parce que c'est physiquement impossible de remettre le système en l'état une fois que les conséquences se mettent à être celles que nous n'aimons pas. On va parler donc maintenant d'avenir en ce qui concerne le climat, et parler d'avenir en ce qui concerne le climat, paradoxalement, ça a besoin d'une spéculation sur ce que vont faire les hommes. Je vous ai montré tout à l'heure toutes les causes de variation du climat. On peut scientifiquement avoir une idée raisonnable de la manière dont le Soleil va varier à l'avenir. On peut scientifiquement avoir une idée raisonnable de la manière dont les paramètres de l'orbite terrestre vont varier à l'avenir. On peut avoir une idée raisonnable de la manière dont les océans et la cryosphère évolueraient à l'avenir si nous n'étions pas là, etc. Mais comme on est devenu un déterminant de l'évolution climatique, il faut aussi, quand on s'intéresse au climat qu'on pourrait avoir dans un siècle, comprendre comment, ou spéculer sur la manière dont les hommes pourraient se comporter, puisque nous sommes une des données d'entrée de l'évolution. Donc, aussi étonnant que ça puisse sembler, toute simulation climatique, elle commence par des hypothèses que nous faisons sur la manière dont les hommes vont émettre des gaz à effet de serre à l'avenir. Donc, une donnée d'entrée incontournable d'une simulation climatique, c'est ce qu'on appelle un scénario d'émission. La version basse des scénarios qui sont actuellement utilisés par les physiciens, c'est des émissions qui montent un petit peu jusqu'en 2050, puis se mettent à descendre derrière, et retenez l'idée simplificatrice que c'est des émissions à peu près constantes. D'accord ? Donc le scénario bas, c'est des émissions à peu près constantes. Le scénario haut, avec lequel travaillent les physiciens, mais qui à mon avis n'est pas possible pour des contraintes de ressources, c'est des émissions qui quadruplent. Et le scénario intermédiaire, que vous retrouverez dans des résultats que je vais vous montrer ensuite, ce sont des émissions qui doublent jusqu'en 2050, puis qui baissent derrière, et ça c'est compatible avec un scénario charbon haut. Donc ça c'est encore possible dans un monde dans lequel on décide de taper à vitesse accélérée dans le charbon. Une fois qu'on a fait ce scénario, alors on va passer par un premier étage de modélisation qui est de relier le débit du robinet, ça c'est le robinet à CO2 qui est à gaz à effet de serre qui est ouvert dans l'atmosphère, au niveau de la baignoire, c'est-à-dire au niveau du stock de gaz à effet de serre dans l'atmosphère, donc à leur concentration dans l'atmosphère. Ça c'est déjà quelque chose qui relève de la simulation. Une fois qu'on a fait varier la quantité de gaz à effet de serre dans l'atmosphère, alors on injecte ça dans un modèle de climat. Un modèle de climat, c'est Flight Simulator, sauf qu'au lieu de vous simuler la manière dont se comporte un avion, ça vous simule la manière dont se comporte le système climatique. Donc vous avez modélisé sur un ordinateur, comme vous modélisez probablement parfois le comportement d'un réseau électrique ou d'un réseau de télécom ou d'une centrale ou de Dieu sait quoi, eh bien on modélise sur ordinateur le comportement du système climatique. On a donc affaire à une planète virtuelle, mais où on reproduit à peu près correctement le fait qu'on ait bien les courants de jet là où ils sont, on ait bien le Gulf Stream là où il est, on a bien un cycle jour-nuit, on a bien un cycle été-hiver, etc., etc. Et on a bien, si on simule la végétation qui pousse, des chênes et des hêtres qui poussent en France, et ni des cactus, ni des forêts boréales. C'est ça un modèle de climat. Et donc on va lui dire à ce modèle de climat, ben voilà, tu me représentes à peu près correctement la manière dont le système fonctionne aujourd'hui, je t'augmente le stock atmosphérique de gaz à effet de serre, dis-moi ce qui se passe. Et à ce moment, le modèle de climat dit, je vois que la température monte, comme ceci, comme cela, je vois que la pluviométrie évolue, comme ceci, comme cela, je vois, si je couple ça avec un modèle de végétation, que les strates de végétation se déplacent comme ceci et comme cela, etc. C'est ça, la simulation climatique. Plus vous êtes dans des paramètres très agrégés, plus c'est robuste. Quand vous commencez à rentrer plus dans le détail, ça devient moins robuste. Et c'est exactement ce que je vous disais tout à l'heure, c'est plus facile de prévoir quel est le chiffre d'affaires que vous allez faire le mois prochain que de prévoir l'heure exacte et la minute exacte et la seconde exacte à laquelle vous allez recevoir une commande particulière qui y contribue. Eh bien, c'est très exactement la même chose là. Plus vous êtes sur des paramètres agrégés et plus votre évaluation est robuste. Le système est asservi. L'asservissement, vous devez connaître ça normalement. La variation des paramètres climatiques va avoir une influence sur la durée ou la vitesse d'épuration, plus exactement, des gaz à effet de serre de l'atmosphère. Plus le système se réchauffe, et plus l'épuration va devenir difficile. Donc là, vous avez une boucle d'amplification du système. Par contre, il y a une rétroaction qui n'est pas prise en compte dans le modèle,
que par contre les modélisateurs du Club de Rome, enfin de l'équipe Meadows, avaient pris en compte, c'est que la modification des paramètres environnementaux a bien évidemment une influence sur l'état socio-économique du monde. Et dans un monde, vous allez voir, qui se réchaufferait de 5 ou 6 degrés en un siècle, j'ai beaucoup de peine à croire que l'on pourrait avoir en entrée 10 ou 11 milliards d'êtres humains ayant 60 ans d'espérance de vie à la naissance, ne se tapant pas dessus et ayant un revenu par tête qui augmente. J'y crois pas. Je vous laisserai vous faire votre propre opinion, mais moi j'y crois pas. Cela étant, c'est pas pour autant que cette boucle de rétroaction est prise en compte dans le modèle. Alors, ça a une influence majeure que cette boucle de rétroaction ne soit pas prise dans le modèle, c'est que dès lors que vous avez un scénario, ça véhicule la conclusion implicite qu'il ne se passe rien de catastrophique avant la fin du scénario. Par construction, un scénario nous fait prendre nos désirs pour des réalités. Par construction. Parce que, dans un scénario où tout croît jusqu'en 2100, eh bien, vous avez fait l'hypothèse implicite qu'on évacue toute catastrophe gravissime avant 2100, puisque la catastrophe gravissime rendrait le scénario inopérant. Retenez ça, c'est absolument majeur. Quand on vous donne des fourchettes d'élévation température en 2100, ça véhicule implicitement l'idée qu'il ne se passe rien de catastrophique avant 2100. C'est bien évidemment complètement faux. Bien évidemment complètement faux. Alors, parlons de température. Voilà à quoi ça pourrait ressembler. Et voilà à quoi ça pourrait ressembler si on met ça en perspective avec le passé, parce que c'est ça qui est important. Le zéro de référence sur cette courbe, c'est la moyenne planétaire pour la dernière décennie du XXe siècle. C'est donc la température moyenne de la planète, et c'est une double moyenne géographique et temporelle sur la totalité du globe terrestre et la totalité des 10 années qui séparent 1990 de 2000. Et vous comparez cette valeur de référence avec la température moyenne de l'hémisphère nord sur le dernier millénaire, et vous voyez que cette température moyenne, elle est en gros inférieure d'un demi-degré à la température de la fin des années 1990, avec des fluctuations. Il y a bien évidemment eu des fluctuations. L'optimum médiéval, où M. Éric le Rouge est allé coloniser le Groenland, enfin, c'est une colonisation qui reste modeste, parce que ça concernait 20 ou 25 000 individus. Et vous avez ici le petit âge de glace, le petit âge glaciaire, où Madame de Sévigné avait très froid au mois d'août et elle était obligée de faire du feu dans sa cheminée. Eh bien, la différence entre ces deux états du monde, c'est juste une variation de moins d'un demi-degré sur la moyenne planétaire. À ces époques-là, comme l'énergie abondante n'existait pas, les gens étaient considérablement plus sensibles à des petites variations de l'environnement. La canicule que nous avons eue en 2003, dans un monde sans énergie abondante, ça fait entre 500 000 et 1 million de morts en France. C'est très exactement ce que vous aviez au début du XVIIIe siècle, quand il y avait ce genre d'épisode climatique. Je dis bien ce genre, peut-être pas exactement le même, mais enfin une variation forte des conditions climatiques. Pas de chaîne du froid, pas de médicaments, pas de camions pour acheminer le foin là où les bêtes ont besoin d'en manger, etc., etc. Et vous aviez entre 500 000 morts et 1 million de morts. Donc vous n'avez pas besoin de variations de température dans le passé qui soient 4 ou 5 degrés autour de la moyenne pour avoir des conséquences majeures. Parce que vous avez affaire à un monde qui n'est absolument pas celui que nous connaissons aujourd'hui, avec l'aptitude à faire face aux problèmes procurés par l'énergie abondante que nous avons aujourd'hui. Il n'y avait pas les esclaves mécaniques qui permettaient de rétablir la situation rapidement. L'essentiel de l'élévation de température depuis cette période s'est produite au cours du XXe siècle, mais elle reste d'un ordre de grandeur qui est comparable à certaines variations naturelles ou de toute façon à la barre d'erreur qui entoure l'appréhension qu'on peut avoir de ces variations naturelles. Vous voyez que dans cette affaire, le problème n'est pas aujourd'hui ou derrière nous, le problème est devant nous. Avec des émissions qui resteraient simplement constantes sur le XXIe siècle, ce qui est une autre manière de dire que le développement durable, ça n'est pas des émissions qui restent là où elles sont avec un grand coup de peinture verte dans le rapport annuel, c'est pas ça le développement durable, eh bien, vous avez un changement d'ordre de grandeur par rapport à ce qu'ont été les fluctuations naturelles du système sur le dernier millénaire. Et avec le scénario O, vous avez un changement encore plus caractérisé. Il faut savoir que ce genre de simulation, par ailleurs, ne prend pas en compte la rétroaction dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui est que dans un climat plus chaud, le CO2 va s'épurer plus difficilement de l'atmosphère. L'inclusion de cette rétroaction dans le système vous déplace cette fourchette de température vers le haut de n'importe quoi entre 1 degré et on ne sait pas. Le bas, c'est 1 degré, le haut, c'est on ne sait pas. Ça peut être 2, ça peut être 3, ça peut être 4, personne n'en sait rien. Voilà, donc il faut retenir que le problème est devant nous, mais que par construction, les médias vous parlent du problème qui est derrière nous, parce que braquer une caméra de télévision sur 2050, c'est juste un peu plus difficile que de braquer une caméra de télévision sur ce qui s'est passé la semaine dernière.
Donc on va vous parler des morceaux de banquise qui sont en train de ficher le camp aujourd'hui. On va vous parler de la canicule qu'il y a eu l'année dernière. Les médias sont beaucoup plus désemparés pour vous parler de ce qui va se passer dans 45 ans, puisque par définition, ça n'est pas encore arrivé. Quelques degrés de variation de la moyenne, on sait que c'est absolument majeur, en allant chercher plus loin dans le passé. Il y a 20 000 ans, la planète connaissait un état climatique qui s'appelle l'ère glaciaire, et plus exactement, on était au plus froid de cette dernière ère glaciaire, et on avait ce qu'on appelle le maximum glaciaire dans le jargon des physiciens. Donc la température planétaire était significativement plus basse qu'aujourd'hui, puisque nous n'avions pas exactement les mêmes conditions climatiques. Ce significativement plus bas, c'est en fait juste 5 degrés sur la moyenne. Ce qui sépare une ère glaciaire, et vous allez voir que les conditions géographiques et les conditions environnementales étaient radicalement différentes de ce que nous avons aujourd'hui, c'est juste 5 degrés sur la moyenne planétaire. Vous ne voyez pas une moyenne avec vos sens. Personne n'expérimente ce qu'est une moyenne avec ses sens. Avec ses sens, on expérimente des conditions instantanées et locales. Vous savez ce qu'est une variation de 5 degrés de la température à Cergy-Saint-Christophe. Ça, vous savez. Entre ce matin et cet après-midi, ou une variation de 30 degrés entre l'hiver dernier et l'été prochain. Ça, vous savez. Une variation de la moyenne, vous ne savez pas. De même que vos enfants, ils ont les notes qu'ils ont, ils n'ont jamais la note moyenne. La moyenne, c'est une construction intellectuelle. Et vous voyez bien que si votre enfant a une variation de 10 points sur sa note à lui, d'une composition à une autre, vous n'en tirez pas la même conclusion que si l'établissement dans lequel il est scolarisé a une variation de sa moyenne, tous élèves confondus, toutes disciplines confondues, sur 10 ans, qui varie de 10 points. Ce n'est pas exactement la même conclusion que vous en tirez. C'est très exactement pareil pour les températures. J'insiste encore sur une chose, une moyenne, c'est une construction intellectuelle. Vous l'appréhendez avec la partie gauche ou la partie droite, je ne sais jamais, de votre cervelle, mais vous n'appréhendez pas ça avec vos sens. Quand n'importe qui dit « le mois de juin a été un peu frais, le mois de juin a été un peu chaud, l'hiver a été un peu froid, l'hiver a été un peu chaud, etc. » Donc on ne peut pas, ou au contraire on peut avoir une variation du climat, c'est un raisonnement qui est invalide. La France, c'est 1 pour 1000 de la surface planétaire, et on est en train de parler d'une variation de la température instantanée sur une plage de temps très courte. Rien à voir avec une moyenne. Bien évidemment, pour finir sur mon parallèle, si la note de l'établissement augmente de 10 points, vous vous attendez assez logiquement à ce que la note de votre gamin augmente un peu. Donc une conséquence attendue si la moyenne s'élève, c'est bien qu'il va faire plus chaud chez nous en moyenne. Mais c'est une conséquence attendue. La variation d'une valeur isolée ne prouve rien en ce qui concerne la moyenne. Alors l'environnement avec 5 degrés de moins en moyenne planétaire, il est un peu différent. Je ne sais pas s'il y a des Danois ou des Canadiens dans la salle. À l'époque, il n'y en aurait pas eu, parce que vous étiez sous la glace, quelques kilomètres. Je ne sais pas s'il y a des Grenoblois dans la salle. À l'époque, il n'y en aurait pas eu. Grenoble était également sous la glace. La glace allait quasiment jusqu'à Bourgoin-Jallieu, la Tour du Pin, etc. Et puis, en France, vous n'auriez pas été très nombreux non plus, puisque l'effectif de SPI, alors l'effectif worldwide, aurait représenté en gros un quart de la population française de l'époque. À l'époque, la France, ça ressemblait au nord de la Sibérie actuelle. Vous aviez du pergélisol, du sol gelé en permanence, pas d'agriculture, un écosystème de type boréal, des précipitations ayant diminué de quelques dizaines de pourcents, et ce genre d'écosystème était capable d'accueillir une population de 100 000 chasseurs-cueilleurs en ordre de grandeur. Voilà, c'est ça la France, avec 5 degrés de moins sur la moyenne planétaire. Alors bien évidemment, ça a quelques autres petites conséquences, et notamment le fait que la formation des calottes polaires que vous aviez, enfin des calottes glaciaires que vous aviez là, avait prélevé énormément d'eau dans l'océan, et du coup le niveau de l'océan avait baissé d'environ 120 mètres. Donc la très mauvaise nouvelle pour vous, enfin je ne sais pas si vous en avez profité, c'est que ce n'était pas la peine d'aller tirer des câbles électriques sous la Manche, parce que la Manche n'existait pas. Passé à pied sec, quasiment à pied sec, il y avait juste un fleuve. Voilà, donc Eurotunnel, grand drame pour ses actionnaires et grand bénéfice pour ses constructeurs, ce n'était pas la peine de le faire. Ensuite, vous aviez des variations de température régionale qui n'étaient pas les variations de température globale. En France, la température moyenne était plus basse de 10 à 15 degrés par rapport à ce qu'elle était en moyenne globale. Donc retenez que 5 degrés, c'est absolument majeur comme variation de moyenne planétaire, et le passage de cette image de gauche à cette image de droite, enfin image si l'on peut dire, a mis 10 000 ans à se produire. Imaginez le même genre de transition en un siècle,
il est évident que c'est un environnement qui craque de partout. Il est évident que je ne vois pas comment on pourrait avoir les 3% de croissance par an qui vont nous permettre de payer les retraites et de faire plaisir à M. Attali dans ce contexte. C'est évident qu'on ne les aurait pas. Parce que tout le socle de ressources naturelles qui nous permet de prospérer se déroberait pour partie sous nos pieds. Si nous mettons en perspective les deux problèmes dont je viens de vous parler, voici une première courbe qui nous donne la manière dont les émissions de CO2 vont se comporter. Elles vont passer par un pic et elles vont descendre derrière. Ça ne fait ici que refléter le fait que la quantité d'hydrocarbures à brûler est finie et donc l'utilisation de ces hydrocarbures croît, passe par un maximum, décroît. À cause de la très longue durée de vie du CO2 dans l'atmosphère, ça n'est pas au moment où nous passons le maximum que la quantité, que le stock atmosphérique se stabilise instantanément. Le stock atmosphérique continue d'augmenter jusqu'à temps qu'on soit parvenu à une division par deux des émissions par rapport à 1990. Donc au moment où nous passons le maximum, la dérive continue. En gros, on n'arrête pas d'appuyer sur l'accélérateur, on relâche juste un peu la pression. Ça n'est pas à ce moment-là que nous stabilisons la dérive climatique, et je vous ai parlé que de la température, j'aurais pu vous parler de l'acidification de l'eau, j'aurais pu vous parler de l'évolution de la pluviométrie, j'aurais pu vous parler, etc. Il n'y a pas qu'une température dans le système climatique, donc ce n'est pas à ce moment qu'on stabilise la dérive climatique qui va perdurer pendant des siècles derrière le maximum des émissions de CO2. Et en ce qui concerne l'évolution de l'eau, qu'elle soit liquide ou solide, ça va perdurer pendant des milliers d'années après que nous ayons passé le maximum des émissions de CO2. Si nous attendons que la contrainte de ressources nous force à passer ce pic, ça veut dire que nous mettons les gens qui vont devoir gérer cette tenaille, l'expression n'est pas de moi, mais de M. Claude Mandil, qui a été directeur de l'Agence internationale de l'énergie, où il aurait pu, soit dit en passant, s'exprimer un peu plus souvent sur ce genre de questions. Les gens qui vont avoir à gérer cette tenaille, finalement, vont avoir à gérer un problème d'environnement global qui va aller en augmentant, pendant que ce qui fait 80% de l'approvisionnement énergétique de l'humanité va aller en baissant. Question, est-ce qu'ils vont apprécier l'exercice? C'est pas sûr. C'est un peu comme si je vous disais, maintenant, post-LBO, vous allez chercher à vendre SPI à des gens en leur disant, ce qu'on vous garantit, c'est un chiffre d'affaires qui baisse et des charges qui vont en augmentant. Trouvez-moi des clients. Eh bien, c'est exactement la planète que nous sommes en train d'essayer de vendre à nos enfants. Voilà. C'est des ressources qui vont aller en baissant, avec un problème à gérer qui va aller en augmentant. Je ne suis pas sûr qu'ils vont aimer. Maintenant, j'ai bien entendu que vous aviez un directeur du développement durable, alors qu'est-ce qu'on peut lui donner comme feuille de route? Voici les émissions actuelles de carbone, donc c'est du carbone et pas du CO2, par personne et par an à la surface de la planète. Vous voyez qu'entre les affreux Américains qu'il faut tous pendre et les très gentils Français ici, là, ou Suédois, ou là, après il y a des Européens, il faut un peu plus les pendre aussi, par là, mais bon. Vous avez... Il faut en pendre un sur deux, on va dire. Vous avez une très large variation des émissions par personne. Alors ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Ça veut dire qu'il y a des marges de manœuvre qui permettent, sans avoir des modes de vie qui sont fondamentalement différents, je ne considère pas que je vive de manière fondamentalement différente de la manière dont vit un Américain, de gagner quelque chose de très significatif sur les émissions. Mais la mauvaise nouvelle, c'est que si vous divisez les émissions mondiales par deux, ça c'est le pilier environnemental du développement durable, et que derrière vous dites, je ne vois pas pourquoi un salarié français il aurait droit à plus dans cette histoire qu'un salarié du Bangladesh ou un salarié brésilien, alors le quota équitable par personne, donc je divise les émissions par deux, je donne la même chose à tout le monde, voilà ce que c'est les émissions actuelles d'un Brésilien justement, c'est la moitié des émissions d'un Mexicain ou d'un Chinois, c'est le quart des émissions d'un Français, c'est le 10e des émissions d'un Américain. Et si je fais du plus durable que durable, comme aurait dit Coluche, à ce moment, je vais plus loin dans le temps, je divise mes émissions par 3, de toute façon il faudra le faire aussi un jour, vous avez vu que les émissions de CO2 devaient baisser perpétuellement pour que la concentration n'augmente plus. Je tiens compte d'une croissance démographique et à ce moment, le monde du développement durable, c'est les émissions actuelles d'un Indien. Voilà, donc le monde du développement durable, en termes d'émissions de CO2, donc de consommation d'hydrocarbures, ça se balade quelque part entre les émissions d'un Brésilien et les émissions d'un Indien. C'est beaucoup plus proche de ça que des émissions d'un Français ou d'un Grand Breton ou d'un Allemand ou d'un Italien corrigées de 3%.
vous allez voir avec une petite règle de 3 derrière qu'évidemment, l'autre alternative, c'est qu'on ait beaucoup moins de 6 ou 9 milliards d'habitants, ce qui est malheureusement peut-être une des manières dont le système se régulera tout seul si on n'y met pas bon ordre. Hein, parce que les maths font peu de sentiments. Vous avez ici ce que ça signifie pour la France. Ça signifie passer de 100 esclaves énergétiques à 40. Alors pourquoi est-ce que ça ne serait pas à 25 ? Tout simplement parce que dans ce genre de schéma, vous conservez l'hydroélectricité, le nucléaire et la biomasse, qui sont des énergies à 0 CO2. Et donc, celle-là, c'est un talon qui vous est garanti, même dans un monde à 0 carbone, d'une certaine manière. Et donc, ça revient à passer non pas de 100 à 25, mais de 100 à 40. Alors là, moi, j'ai envie de voir le verre à moitié plein. Si on arrive à vivre avec juste 40 domestiques par personne, on devrait s'en sortir. Ça signifie quoi ? Passer au facteur 4, eh ben, ça veut dire que n'importe laquelle des actions que je vais vous proposer maintenant conduit à épuiser son quota annuel d'émissions. Vous prenez l'avion une fois pour aller d'Europe aux États-Unis, c'est terminé. Vous consommez quelques milliers de kilowattheures d'électricité dans l'année et c'est terminé. Et vous voyez que là, la France est un pays singulier, caractéristique qu'elle partage en Europe avec la Norvège, la Suède et la Suisse. Mais par contre, dans un pays standard en Europe, eh bien, vous êtes à 8 à 10 fois moins pour arriver à votre quota. C'est le reflet du fait qu'un tiers de l'électricité européenne est faite au charbon et 15% au gaz, l'hydroélectricité et le nucléaire représentant respectivement 15 et 35, c'est-à-dire l'autre moitié en Europe. Et dans un certain nombre de pays, c'est évidemment beaucoup moins que ça. Vous pouvez acheter quelques dizaines de kilos de produits manufacturés dans l'année et vous avez épuisé votre quota pour faire un ordinateur portable qui est devenu chez vous un outil de travail aussi courant que pourquoi un stylo. Eh bien, il faut émettre dans l'atmosphère à peu près 2 tiers de quota annuel. C'est ça la chimie amont, c'est ça l'électronique, c'est ça les transports qui sont nécessaires pour fabriquer un ordinateur. Retenez que les supermarchés, c'est quelque chose de très récent. Une bonne partie d'entre vous sont nés dans un monde dans lequel il n'y avait pas de supermarché. En France, ça date de la fin des années 60. Et il y a quelques dizaines d'années, les produits manufacturés à profusion, ça n'existait pas. De toute façon, il y a une bonne partie des trucs qu'on utilise aujourd'hui qui n'existaient pas de tout court. Construire une chambre à coucher, ça vous épuise votre quota. La chauffer, vous épuise votre quota. Aller de la chambre à coucher jusqu'à votre boulot, épuise votre quota. Tout ça, c'est des pratiques qui n'existaient pas il y a 50 ans. L'avion démocratique, il y a 50 ans, c'était réservé, je ne sais jamais qui c'est, je crois que c'était Juliette Gréco quand elle allait voir Marcel Cerdan. Donc c'était réservé... Edith Piaf, pardon, je les confonds toujours. Voilà, donc les stars et les ministres prenaient l'avion il y a 50 ans et le commun des mortels, fût-il cadre supérieur, ne le prenait pas. Hein. Avoir une chambre à coucher par enfant, il y a 50 ans, ça n'existait pas. Enfin, ça existait là aussi chez les CSP+, mais dans la population française standard, ça n'existait pas. Le chauffage central dans tous les foyers, ça n'existait pas. L'électricité partout, ça n'existait pas, etc. Donc tout ça, c'est extrêmement récent. Et évidemment, la question est de savoir si ça va rester très longtemps. Alors pour se poser cette question, quelques éléments de réflexion avant de passer au débat. Je vous propose ici une petite règle de 3 que la légende attribue à un professeur japonais qui s'appelle Kaya. Mais normalement, même sans être professeur japonais, vous devriez comprendre ce qui est écrit. Je peux dire que les émissions de gaz carbonique sont égales aux émissions de gaz carbonique. Jusque-là, même en hypoglycémie, on doit suivre. Après, je divise et je multiplie par quelque chose de non nul, qui est la quantité d'énergie consommée par l'humanité. Je divise et je multiplie par la production économique qu'on mesure de l'humanité. Et enfin, je divise et je multiplie par la population. Alors vous allez me dire, pourquoi est-ce qu'on fait ça plutôt que d'aller prendre l'apéro ? Pour une raison très simple, c'est que ça me permet d'exprimer mes émissions de gaz carbonique comme le produit de 4 termes sur lesquels des populations prises individuellement, des experts pris individuellement vont avoir un avis indépendant. Et la question, c'est est-ce que je suis capable de faire un puzzle où les morceaux collent ? D'accord ? Alors, je commence par demander à l'ayatollah Jancovici, et l'ayatollah Jancovici dit les émissions de gaz carbonique, il faudrait les diviser par 2, et de toute façon, like it or not, ça finira par arriver. À cause de la finitude dont j'ai parlé tout à l'heure. Alors ensuite, vous allez voir le patron de l'Institut national d'études démographiques ou l'ONU, et vous leur dites, est-ce que la population va être divisée par 2 ? Et alors, ils vous disent, sauf hypothèse Pol Pot, non. On va plutôt partir sur... Mais gardons-nous de faire ce qu'il faut pour que ça nous arrive. À ce moment, vous avez une augmentation de 50% de la population. Donc ici, vous devez avoir x 0,5, et là, vous avez x 1,5.
Donc, même en hypoglycémie, on est tous d'accord sur le fait que là, on doit gagner un facteur 3. On continue. Est-ce qu'on va gagner un facteur 3 sur la production par personne? Ça n'est pas exactement le discours électoral qui entoure les municipales. Ça n'est pas exactement ce qu'on demande à M. Attali, etc. Non, la vision conventionnelle, c'est qu'on va payer les retraites et qu'on va faire 2% de croissance par an du PIB par personne pour les 50 ans qui viennent. Alors vous savez comme moi, puisqu'on a tous des ordinateurs portables, que 1,02 élevé à la puissance 50, ça fait 2,7. Et à ce moment, ça veut dire, allez, on va dire 3 en ordre de grandeur, ça veut dire qu'ici on a multiplié par 3 et là par 1,5. Donc ça, c'est fois 4,5, alors que ça, c'est divisé par 2. Ça veut dire que les ingénieurs merveilleux qui sont dans cette salle, parce que je pense qu'il y en a quelques-uns, on va leur demander de nous trouver une économie sans énergie et une énergie sans carbone, de telle sorte que, donc ça c'est la technologie, qui va nous permettre de gagner un petit facteur 10 là-dessus, pour que M. Attali puisse avoir raison en même temps que M. Borloo. Voilà, pour la traduction, c'est le ministre de l'Environnement et la personne qui est chargée de donner des conseils pour avoir la croissance économique, qui accessoirement a fait un passage par l'Angleterre à l'époque où il a été président de la BERD. Donc, vous avez ici une forme d'équation impossible, ou possible. Eh bien, regardons ce que dit le passé. L'intensité énergétique de l'économie, on a réussi, alors on, c'est les ingénieurs merveilleux, dont ceux que vous employez, ont réussi à faire gagner 30% sur les 30 à 35 dernières années. En gros, pour faire $1 de PIB aujourd'hui, en parité de pouvoir d'achat, puisque c'est une moyenne mondiale, eh bien, il faut consommer 30% d'énergie de moins qu'en 1970. Pas 3 fois moins ou 4 fois moins, 30% d'énergie de moins. Alors j'imagine qu'on prolonge cette tendance qui a quand même bénéficié, entre guillemets, de 2 chocs pétroliers. Il y a quand même eu 2 chocs pétroliers, c'est des incitations significatives à faire des économies. Et à ce moment, mes ingénieurs merveilleux, ils vont gagner un facteur 2 en 50 ans. Alors mes autres ingénieurs merveilleux, qui me font du nucléaire, du gaz à la place du charbon, du lait fluidisé circulant, des éoliennes, des panneaux solaires, et tutti quanti, je vais leur demander de me gagner 75% sur 45 ans, alors que ce qu'ils ont su faire sur les 35 dernières années, c'est de gagner 10%. Voilà. Ça, c'est la juxtaposition des visions conventionnelles, c'est-à-dire ma croissance démographique, ma préservation de l'environnement, ma croissance économique, etc. Je juxtapose toutes les visions conventionnelles, et la conclusion à laquelle j'ai envie de vous amener, parce que c'est la mienne, c'est que c'est probablement pas ça qui va se passer. Et en particulier, si cette contrainte, qui est une contrainte mathématico-physique, donc qui finira par arriver, ne peut pas être satisfaite avec ça et ça, avec ça et ça, c'est donc que ça va taper là-dedans et là-dedans. Donc ce que je suis en train de vous expliquer, c'est que le problème auquel on a affaire, il nous pend au nez, si on ne le gère pas volontairement, qu'il se gère sous la double forme d'une récession massive et de régimes politiques ou de conditions environnementales fort désagréables qui exerceront une pression à la baisse sur la taille de la population et son espérance de vie. Et je vous rappelle qu'il n'y a que 3 moyens très efficaces de faire baisser la population. C'est la famine, la maladie et l'oppression politique au sens large dans laquelle je mets la guerre. Voilà, c'est ça les 3 manières de faire baisser fortement la population. Donc ce que j'ai essayé de vous faire comprendre, c'est qu'à ne pas gérer volontairement le problème, on court des risques qui, à mon avis, sont considérablement supérieurs à simplement devoir juste manger un peu moins de crevettes et utiliser un peu plus souvent un vélo. On peut y perdre des choses qui, aujourd'hui, sont considérées pourtant comme acquises pour l'éternité, à commencer par le droit de vote et le fait qu'on vit dans un monde en paix en Occident. Encore une fois, ce n'est pas le cas partout à la surface de la planète, mais c'est le cas en Occident. Si on voulait avoir la vision conventionnelle, ça veut dire que l'approvisionnement énergétique qui était cela doit baisser à raison de 1,5% par an sur les combustibles fossiles. Ça, c'est très facile à faire, il suffit d'en monter le prix. Mais ça doit également augmenter de 4 à 5% par an sur ce qui ne pose pas de problème, c'est-à-dire l'hydroélectricité, le nucléaire et les renouvelables d'une manière plus générale. Alors, est-ce qu'on y arrive? Toujours les ordres de grandeur. Vous avez ici la contribution des énergies renouvelables au bilan énergétique mondial, qui avec cette unité fait 11 milliards de tonnes équivalent pétrole, donc 11 000 millions. Et vous voyez que le bois est la première d'entre elles avec 10%, et la deuxième, c'est l'hydroélectricité, et en gros, plus le journal vous en parle, et moins il y en a. En tout cas, en France, ça marche extrêmement bien. Le journal parle exceptionnellement peu du bois et de l'hydroélectricité. Par contre, vous avez tout ce que vous voulez sur les éoliennes et les panneaux solaires, c'est-à-dire les queues de cerises.
Alors on peut avoir des grosses queues de cerises ou des petites queues de cerises, des queues de Bigarro ou des queues de Napoléon, je ne sais pas si ça passera très bien à la traduction, mais ça reste des queues de cerises. Voilà. Est-ce que là-dessus, on sait faire 4% d'augmentation par an sur 50 ans, ce qui revient à multiplier la contribution par un facteur 7 en 50 ans? Reprenons les chiffres. Si je veux multiplier par 7 la contribution de la biomasse, ça veut dire que je dois convertir en plantation d'eucalyptus la totalité des forêts émergées, enfin la totalité des forêts actuelles, c'est-à-dire 25% des terres émergées. Moi, je ne vous conseillerais pas, vous allez peut-être connaître un avenir difficile chez SPI, mais je ne vous conseillerais pas de démissionner de SPI pour devenir chef de projet, pour faire ce genre de choses. Ça m'étonnerait qu'on y arrive. M'étonnerait qu'on arrive à convertir la totalité de la forêt mondiale en plantation d'eucalyptus. Et puis dans le même temps, il faudrait multiplier par 7 l'approvisionnement hydroélectrique, donc turbinage au fil de l'eau plus retenue en altitude. Je peux vous dire qu'en Europe, ce n'est même pas la peine d'y songer. L'affaire est entendue, il n'y a plus les emplacements pour ça. Voilà. Est-ce qu'on va avoir assez de biocarburants pour passer des 20 millions de tonnes équivalent pétrole produites actuellement dans le monde à 7000, ce qui serait nécessaire pour doubler le parc automobile mondial avec tout le monde qui roule au biocarburant? Bien évidemment, non. Aujourd'hui, vous convertiriez la totalité de la production céréalière mondiale en biocarburant, que ça vous ferait un quart du pétrole que nous consommons. Donc les biocarburants, il y en aura considérablement moins que de gens qui veulent en consommer. Et ça, vous savez ce que ça signifie sur le plan économique, ça veut dire que ça sera très cher. Les biocarburants, il n'y en aura pas pour tout le monde. Ce n'est pas parce que les journalistes ne savent pas compter et que les gens qui font des communiqués de presse quand ils construisent des usines d'éthanol font comme vous et comme moi, c'est-à-dire qu'ils soulignent ce qui va bien et pas ce qui va mal, que c'est une solution significative pour l'avenir énergétique de l'humanité. Voilà, c'est des queues de cerises. Est-ce que l'éolien qui part de 6 millions de tonnes équivalent pétrole en 2005 peut nous amener à n'importe quoi de significatif dans un monde qui fait aujourd'hui 11 000 et qui irait vers 15 à 20 000 dans ce que je vous ai décrit? Non. Non. Ça restera des queues de cerises. Et du reste, mon analyse, c'est que les subventions à l'éolien, ça fait partie des premiers trucs qui sauteront quand on aura la récession. Parce qu'en termes de CO2 évité, c'est assez inefficace. Des trucs qui sont beaucoup plus rentables. Est-ce qu'on peut avoir à ce moment plein de nucléaire? Allez, je vous la fais courte. Moi, j'aime beaucoup le nucléaire. Il y a juste un truc qu'il faut regarder, c'est les ordres de grandeur, c'est-à-dire ça. Si on veut passer de 400 réacteurs nucléaires aujourd'hui à 10 000 dans un monde dans lequel on prolonge la croissance de la consommation d'énergie avec peu de renouvelables, puisque vous avez vu qu'à la planche précédente, on n'en aurait pas énormément, il faut avoir 10 000 réacteurs up and running en 2050. Est-ce qu'on va y arriver? Je suis sûr que vous adoreriez ça. Bon. Alors, encore une fois, moi j'aime bien ça, il ne faut surtout pas le quitter, celui qu'on a. Il faut probablement en rajouter dans un certain nombre de pays où on peut, mais si on ne fait que ça, on a résolu 5% du problème. L'essentiel du problème va se résoudre par la mise au régime. Et voici ce que veut dire la mise au régime, c'est en gros l'économie. Vous avez ici quelque chose qui explique que l'économie ne nous est pas permis de voir venir le problème. C'est tout simplement le fait que le prix réel de l'énergie, donc le prix réel de mon esclave énergétique dont je parlais tout à l'heure, dégringole depuis 2 siècles, malgré l'impression contraire qu'on peut avoir de payer par exemple l'essence à la pompe de plus en plus cher. C'est vrai sur un an, en tendance lourde, c'est complètement faux. Vous avez ici le prix directeur de l'énergie par excellence, qui est le prix du baril de pétrole. Alors le baril de pétrole commence à être exploité industriellement en 1859, quand M. Drake fait des trous à Titusville, et vous avez ici une cotation qui démarre en 1861. Ici, nous sommes en 1880, et vous voyez que jusqu'en 1980, en ordre de grandeur, nous avons un prix du pétrole qui est stable, aux alentours de 20 $ le baril. Pendant un siècle, pendant lequel on a fait les emplois d'aujourd'hui, fait les infrastructures d'aujourd'hui, fait les logements d'aujourd'hui, fait les pratiques industrielles d'aujourd'hui, etc., le prix du pétrole est relativement stable, et avec lui, le prix de l'énergie de manière globale, pendant que le pouvoir d'achat du consommateur moyen en Occident fait ça. En d'autres termes, le prix de l'énergie rapporté au gain, c'est-à-dire ce qu'il faut vraiment payer, le vrai prix des choses, comme disait Fourastier, le temps qu'il faut travailler pour se payer quelque chose, a été divisé par 10 en Occident en un siècle. Et avec le facteur 2 à 3 d'efficacité énergétique que nous avons eu là-dessus, ça veut dire que le prix de mon esclave énergétique, il a été divisé par 20 à 30 en un siècle. Et c'est pour cela que le travailleur occidental moderne, qui ne dispose pas de plus de 24 heures aujourd'hui, il n'a pas plus de temps aujourd'hui qu'il y a 2 siècles, peut, avec le même temps quotidien, que même M. Sarkozy n'a pas proposé d'augmenter,
se payer sa centaine d'esclaves énergétiques, alors qu'à l'époque, il pouvait s'en payer 2 ou 3. Voilà. Et le prix de l'énergie gouverne de manière absolument structurelle l'organisation du système industriel et du système socio-économique. Voilà une autre illustration de ce que j'avance. Vous avez ici le prix exprimé en minutes de temps de travail par litre de l'essence TTC à la pompe en France. On pourrait faire exactement le même calcul dans beaucoup d'autres pays occidentaux. Vous voyez qu'en termes réels, le prix de l'essence a été divisé par 2 à 3 et n'a pas du tout augmenté sur les 35 dernières années. Quand on vous disait le prix de l'essence à 10 francs, ça va faire des émeutes, on oubliait juste que dans le même temps, le pouvoir d'achat allait augmenter considérablement plus vite que le prix de l'essence. Ce qui s'est passé. Donc en fait, le prix de l'essence en termes réels aujourd'hui est très inférieur. Et comme je le disais tout à l'heure, ce qui a augmenté, c'est notre dépendance, et ça va évidemment poser des problèmes à l'avenir. On ne voit pas venir le problème dont je vous ai parlé parce que, tout simplement, les indicateurs dont nous nous sommes dotés sont construits pour ne pas voir venir le problème. Vous savez que, au commencement, l'Esprit de Dieu flottait à la surface des eaux, et plus sérieusement, au commencement, vous aviez une planète sans hommes, avec un stock initial de ressources non renouvelables, des minerais, des hydrocarbures, des sols, qui mettent de l'ordre de la centaine de milliers d'années à se reconstituer à partir de la roche nue, donc on peut considérer que ce n'est pas renouvelable, etc. Apparaissent les hommes, qui prennent une partie de ce stock, avec bien évidemment une partie renouvelée, celle-là je ne la mets pas dans mon calcul, donc une partie de ce stock, et qui font des objets manufacturés que vous voyez ici. Et puis au fil du temps, vous prenez également des ressources passées et du temps de travail passé, donc le système boucle un peu sur lui-même pour accroître cette production, c'est l'investissement en capital. Vous piochez de plus en plus dans les stocks non renouvelables en mettant de plus en plus de travail avec ça et vous avez de plus en plus d'objets manufacturés, etc., etc. Et puis depuis l'origine des temps, on ne compte que ça. Le PIB, c'est un empilement de salaires et de rentes. C'est-à-dire c'est juste la mesure du flux humain qui permet de passer du stock initial au produit manufacturé. C'est juste ça, le PIB. Le PIB ne comporte rien pour la dotation aux amortissements là-dessus. Rien. Si on faisait un compte d'exploitation de notre système, on aurait ça en plus, ça en moins, et passé un certain niveau optimum, alors on aurait un résultat d'exploitation négatif. Quand vous faites une comptabilité reconstituée de cette manière-là, vous arrivez à la conclusion que le monde a probablement passé son optimum dans les années 70. Suffisamment de produits manufacturés pour que ce soit un vrai bénéfice pour ceux qui en profitent, pas encore suffisamment de dépréciation de l'environnement pour que ce soit une gêne pour tous. Là, on est probablement passé derrière le point optimum, et il y a des optimums partout dans les systèmes physiques non linéaires, il y en a un pour votre poids, il y en a un pour votre âge, et il y en a un pour le PIB mondial. Donc, c'est un peu comme si vous, dans votre comptabilité interne à SPI, vous disiez, je ne vais compter que la masse salariale et le stock de bobines de cuivre, 0. Je ne compte pas. Donc, on me donne au début un stock de bobines de cuivre, je n'ai pas le droit de le réalimenter, et tout ce que je compte, c'est ma masse salariale. Vous voyez bien que le jour où votre masse salariale est entamée parce que le stock est devenu insuffisant pour alimenter vos activités, vous êtes très avancé dans la dégradation du système, et en général, loin derrière le point où vous pouvez calmement et à tête reposée faire les investissements structurants qui vous permettent de consommer autre chose que du cuivre. C'est exactement pareil pour l'humanité. Le jour où ça, le travail, c'est-à-dire le PIB, deviendra entamé parce que ça sera insuffisant pour l'alimenter, on sera très avancé dans la dégradation du système et ce n'est pas à ce moment-là qu'on sera en mesure de faire les investissements structurants pour que l'humanité se comporte de manière différente. Donc ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'avec le double problème des ressources et du changement climatique, la contrainte est particulièrement difficile parce qu'elle est lointaine et en plus il faut avoir peur d'un truc dont on ne sait pas vraiment à quoi ça ressemble et tout faire pour que ça n'arrive pas. En étant en plus doté d'indicateurs qui ne sont absolument pas adaptés à ce genre de vision. Voilà, ce n'est pas extrêmement facile. En gros, les ressources naturelles ne sont pas dans la formation des prix alors qu'elles devraient y être. Donc toute l'économie que vous avez apprise à l'école, vous pouvez mettre une croix dessus. Ce n'est pas celle-là la bonne. La bonne économie, ça serait de mettre les ressources naturelles dans la formation des prix et de corriger ceci d'une forme de dotation aux amortissements dès qu'on tape pour le prix d'un objet qu'on consomme dans des ressources non renouvelables et dès qu'on induit un risque futur qui n'est pas pris en compte dans notre système de prix aujourd'hui. Et M. Stern a dit que simplement le fait de ne pas avoir passé cette provision pour risque, lui il ne parlait même pas de l'aspect ressources,
fait que notre système économique aujourd'hui, et je le cite, c'est la plus belle faillite de l'économie de marché qui lui a été donnée d'observer. Rien qu'à cause de ça. Et évidemment, lui, il ne parlait même pas de ça. Notre système de prix est faux du début à la fin. Voilà, en gros, ce que je suis en train de vous dire. Et si on adopte une vision purement économique aujourd'hui pour essayer de voir venir les problèmes dont je vous ai parlé, la seule chose qui va nous arriver, c'est qu'ils nous tomberont dessus sans crier gare. Les signaux économiques pour voir venir le problème, naturellement, ne nous y poussent pas. Il faut faire ça à la main. Il faut se doter d'un signal prix correspondant au problème, et c'est là-dessus que je vais finir. Il n'existe pas une personne au monde qui ait sérieusement réfléchi à ce genre de choses, et je dis bien sérieusement réfléchi à ce genre de choses, et qui ne vous dise pas, tant qu'il n'y a pas le prix des problèmes dont je vous ai parlé dans la formation des prix, donc en gros, tant qu'on ne s'inflige pas une hausse délibérée du prix de l'énergie, et en particulier du prix de l'énergie fossile, qui ira plus vite que le pouvoir d'achat, ce problème-là se réglera de manière involontaire. Il y aura un prix, bien évidemment, bien supérieur, et non pas de manière volontaire. Et une autre manière de dire la même chose, c'est que payer ou ne pas payer aujourd'hui, ça n'est pas indifférent pour l'avenir que nous aurons. Il est bien évident que si on doit payer pour le même avenir, personne n'est d'accord. Par contre, ce qu'on a beaucoup de mal à comprendre et beaucoup de mal à expliquer, sauf quand on a 1h30, et c'est pour ça que j'en remercie Gaussier-Louette, c'est qu'il faut bien comprendre que payer aujourd'hui ou de ne pas payer aujourd'hui la prime d'assurance va avoir un effet majeur sur la manière dont l'avenir se présentera. L'avenir va foncièrement dépendre de ce que nous accepterons de payer dans les 20 ans qui viennent. Et en gros, le débat auquel je vous invite maintenant est de savoir si, après cette première partie de l'évolution de l'histoire que nous avons connue, on va retomber dans quelque chose qui n'est pas très loin de ça. Voilà, il ne faut pas demander à nos femmes parce qu'elles vont expliquer qu'à 19h tous les soirs c'est le cas. Ou bien est-ce qu'on va vivre une période qui sera, voilà, ça pour la partie masculine de l'Assemblée, je pense que ça vous intéresse beaucoup plus, qui va ressembler à l'évolution du haut, c'est-à-dire qu'on va savoir trouver une forme de transition. Mon sentiment, c'est qu'on va se situer quelque part entre les deux, c'est-à-dire qu'on n'aura pas ça. On ne va pas conserver le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui en volume et en prix quand on sera derrière le pic de production des énergies fossiles, pour des raisons physiques, pas pour des raisons idéologiques, mais que par contre, si on s'y prend bien, on doit quand même pouvoir éviter ça. Et en particulier éviter ça en ce qui concerne ce qu'étaient les systèmes politiques de l'époque, parce que je vous rappelle quand même qu'on a tous appris en cours d'histoire que l'histoire humaine, ça n'a pas été un long fleuve tranquille, et que quand il a commencé à y avoir des tensions ici et là, assez souvent, ça s'est mal terminé. Et là-dessus, je vous remercie.